Voilà. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Donc, eh bien, on va continuer dans les débats. Et avant ça, nous allons écouter pendant 5-6 minutes Jessica qui est déjà en scène avec son conte sur le corps des doublés. Ça fait partie de notre programmation culturelle. Bon, on est aussi ailleurs, au Maillon, TJP, cinéma, etc. Mais comme vous savez, nous avons aussi coutume d'interroger la scène culturelle et de l'amener chez nous avec le débat. C'est une entrée en matière.
But here, there is no light. Merci. Merci beaucoup. C'était Jessica Blanc, la compagnie à bout de bras, donc une compagnie régionale, et c'est dans le cadre de notre partenariat avec Art en Réel. Valérie Urman, c'est à toi. Alors, tu as choisi pour ce débat en particulier, en fait, de faire 3/4 d'heure sur un sujet, un angle, je le dis pour la salle, puis de donner la parole à la salle, et ensuite de continuer sur le deuxième angle. Oui, je vais expliquer. Ok, parfait. En fait, il se trouve qu'on a un peu 2 débats en un ce soir, puisqu'on a la chance d'avoir... Ça marche pas. Je l'avance. Ça va oui, je disais donc 2 débats en un au fond, puisque l'intitulé des rencontres concerne donc l'homme et ses prothèses. Et donc on a effectivement ici d'éminents spécialistes. Et par ailleurs, on a également, et on verra comment lier effectivement à travers des questionnements de bioéthique les 2 éléments, mais également la question de la fertilité, avec ici 2 personnes qui pourront nous en parler. Et donc on les lira à travers peut-être des questionnements communs, mais on ne voulait pas non plus brouiller les débats. Donc effectivement, on va pouvoir parler d'abord de ce mécano-humain, qui est le thème principal du débat. Et on entre là dans un champ de la médecine hautement technologique qui peut-être pour le profane nous projette dans un univers qui nous sidère, parce que il fait appel à un imaginaire futuriste qui nous transporte au carrefour de la médecine, mais de la robotique, de l'informatique, de l'électronique, et qu'au fond, c'est un champ où réparer l'homme blessé, l'homme accidenté, c'est pas seulement faire appel au médecin, c'est faire appel à l'ingénieur, c'est faire appel au programmateur, et que ces prouesses-là, elles sont rendues possibles par des transferts de technologies qui, plus que dans d'autres champs de la médecine, font appel à la pluridisciplinarité. On verra avec nos intervenants les capacités aujourd'hui. Il ne se passe pas une journée sans qu'on nous rende compte dans des articles d'expérimentation passionnantes, sidérantes, peut-être jubilatoires, effectivement, des capacités qu'on a aujourd'hui à réparer des morceaux endommagés du corps. Mais qui aussi nous interroge sur les capacités qu'on aura peut-être pas seulement de réparer, mais d'appliquer ces avancées-là, ces progrès-là, à d'autres champs que le champ simplement peut-être thérapeutique ou médical, et voir là les questions éthiques qui pourront peut-être se poser. Quand il s'agit de... alors, c'est un débat qui parfois irrite les spécialistes qui sont ici, mais c'est vrai que la frontière, en tout cas certains philosophes se la posent déjà, de savoir si on transgressera ou qu'on passera peut-être simplement une frontière qui est entre ce qui est la réparation et ce qui est l'augmentation des capacités humaines naturelles. Quand on parle de repousser les limites, c'est là où effectivement ce sera intéressant de poser aussi la question sur le champ de la fertilité, puisque la question se pose d'ores et déjà de savoir si l'on parviendra et de quelle façon on a envie de le faire, les limites par exemple du fonctionnement repousser les limites dans le temps de la fin des possibilités de procréation. Je crois que c'est de ça dont il s'agira avec vous. On a donc pour en parler ici
Marc Merger, qui lui évoluait dans le domaine de l'économie et de la finance, qui a été victime, il est là, a été victime d'un accident qui l'a laissé paraplégique et il est entré dans un programme médical en 2000 où il a accepté de tester en fait un implant électronique posé à l'intérieur de son corps pour lui permettre de se tenir debout et de remarcher. Ça a été une expérience, c'était une première mondiale, elle a été extraordinairement médiatisée. Vous avez relaté cette expérience dans un livre, Lève-toi et marche, du nom d'ailleurs du programme européen dont est issu qui a permis cette expérience, cette expérimentation, et vous vous êtes depuis beaucoup engagé en faveur des programmes de recherche. Pierre Rabichong, qui se trouve ici, a coordonné ce programme le programme de recherche dont a bénéficié Marc Merger. Il avait auparavant créé, très tôt dans les années 70, une unité de recherche à l'INSERM, axée sur la biomécanique de l'appareil moteur et ouvert parallèlement un centre d'application clinique accueillant des patients souffrant de lésions de la moelle épinière. Autrement dit, très tôt, vous vous êtes porté, vous, sur ce territoire, des transferts de compétences, des transferts de savoir entre la robotique, la biologie, pour lancer ces programmes de recherche-là. Laurent Sédel, lui, qui est donc au bout de la table, est chirurgien orthopédiste, est un chercheur aussi, spécialiste des biomatériaux et de la biomécanique. Le professeur Alain Beretz, entre les deux, lui de formation pharmacologue, il préside l'université de Strasbourg, qui est généralement présentée à la fois comme la plus imposante et la plus imposante en termes de... voilà, elle a été la première à rapprocher les trois grandes universités et la plus pluridisciplinaire. Catherine Poirot est médecin, spécialiste de la fertilité féminine. Elle dirige le Centre d'études et de conservation des œufs et du sperme humain, le CECOS, de l'hôpital Tenon à Paris. Elle est également chercheure et en particulier, elle nous parlera des travaux sur la congélation de l'ovaire. Michèle Lachowski, tout de suite à ma droite, est gynécologue. Elle est spécialiste de gynécologie psychosomatique. Elle préside l'Association française pour l'étude de la ménopause. Et son expérience, évidemment, de toutes les femmes qu'elle a, de toutes les patientes qui, depuis de fort nombreuses années, la consultent, lui donne un regard particulièrement intéressant sur le désir de repousser l'impossible, de repousser les limites de l'impossible sur les questions de fertilité et sur les questions du vieillissement. Enfin, comme grand chercheur, on accueille aujourd'hui Vanessa Campo-Ruiz, qui est médecin-chercheur, mais qui est ici aujourd'hui parce qu'elle est adjointe du directeur général de la Fondation européenne des sciences, qui est un poste d'observation à la fois très pluridisciplinaire, très transfrontalier, et qui coordonne des programmes de recherche en Europe, et qui est également un bon poste d'observation sur les politiques publiques, les politiques des États en Europe. De façon voilà, je pense que compte tenu des spécialistes qui sont ici, la question des prothèses, qui est très vaste, avec des champs d'application énormes, là on a effectivement des gens qui sont particulièrement spécialisés sur l'appareil moteur, et j'aimerais me tourner tout de suite vers Marc Merger, parce que vous avez été, selon l'expression du professeur Rabichong, non pas un cobaye, mais le pilote d'essai d'un prototype voilà, inédit, extraordinaire. C'était une première mondiale, on l'a dit. Et pourtant, voilà, lorsque j'ai pris contact avec vous, vous m'avez dit cette phrase qui m'a beaucoup frappée. Vous m'avez dit, vous savez, voilà, cette prothèse intelligente, cette prothèse d'une haute technicité, pour moi, c'est comme de porter une paire de lunettes. Ça me permet voilà, de corriger une déficience, de gagner un confort de vie, une autonomie.
Bon, est-ce que c'est aussi simple, est-ce que vous l'avez vécu d'une manière aussi simple que ça, finalement? Alors, évidemment, pas au départ, parce que je m'étais posé exactement les mêmes questions que vous. Et pour être un peu plus clair et pour être un peu plus précis, je vais vous donner le point de départ. Le point de départ, c'était il y a 20 ans, lorsque j'étais victime d'un accident de la circulation. J'avais même pas 30 ans. Je venais de prendre un poste important dans une grande banque à Nice. Et j'avais décidé, pour les vacances de Noël, de revenir sur Strasbourg, voir ma famille et mes amis. Et c'est là que ma vie a basculé, puisque j'étais victime d'un grave accident de la circulation. Je me suis endormi au volant, non loin d'ici, à la sortie de Strasbourg au Wacken. Et j'étais ensuite transféré évidemment d'urgence à l'hôpital, où j'étais plutôt donné pour mort que pour vivant. Il n'en demeure pas moins que le diagnostic final a abouti au fait que je me suis retrouvé paraplégique et donc privé de l'usage de mes jambes. Dans un deuxième temps, après avoir été hospitalisé au CTO d'Ilkirch, j'ai suivi, le cursus un peu traditionnel pour les personnes qui sont atteintes d'un handicap, c'est-à-dire que j'étais au centre de rééducation fonctionnelle à Clémenceau, où l'on m'a appris en fait à vivre et à gérer mon handicap. Et il se trouve qu'à ce moment-là, il y avait un soir une émission à la télé dont le sujet était le handicap. Et c'est là que je découvre pour la première fois le professeur Rabichon. Et cette image me restera toujours parce que je le voyais dans cette émission de télé présenter un espèce d'énorme circuit imprimé avec l'idée de mettre la haute technologie au service de l'homme. Alors, aujourd'hui, si on le qualifie de visionnaire, à l'époque, ça s'apparentait plutôt comme étant presque de la science-fiction. J'ai de suite adhéré à cette idée. Aussi, en sortant du centre de rééducation Clémenceau, je suis allé à Montpellier pour voir le professeur Rabichon afin qu'il m'explique les tenants et aboutissants de ce projet. En 2 mots, je vous l'explique avec mes mots. Ce projet se décompose en 2 parties. L'idée, c'est de mettre une neuroprothèse au niveau du corps, qui est la partie réceptrice d'une deuxième partie qui, elle, est la partie émettrice, qui envoie une information, elle, intelligente, et qui se substitue à la partie du cerveau qui ne peut plus commander les jambes. Cette liaison se fait via une antenne qui envoie à la fois l'énergie et l'information pour me permettre de me mettre debout et de faire quelques pas. Voilà en gros la façon dont le professeur Rabichon, avec mes mots bien sûr, m'expliquait le projet. 7 ans se sont passés. Nous avons continué à travailler et à se voir régulièrement afin d'affiner ce projet et voir dans quelle mesure il pouvait voir le jour. Arrive 1998, 1999, et c'est grâce en fait à la Commission européenne de Bruxelles qui décide de soutenir ce projet financièrement que ce projet voit enfin le jour. Alors ce projet était doublement novateur. Premièrement parce que c'était un projet européen qui regroupait à peu près une centaine de personnes dans les 4 coins d'Europe, où l'on y trouvait aussi bien des médecins, des chirurgiens, des techniciens, des informaticiens, des chercheurs universitaires, des patients, des 4 coins de l'Europe. C'était déjà quelque chose de tout à fait novateur. Deuxième point, ce en quoi il était aussi tout à fait novateur, c'était qu'en fait, l'objectif était de mettre la haute technologie au service de l'homme. C'était donc véritablement une première mondiale, et qui plus est, pour essayer de mettre quelqu'un debout et de le faire marcher.
S'ensuit en 1999 une première opération à Montpellier qui, si d'un point de vue chirurgical a parfaitement fonctionné, d'un point de vue technologique, il y avait un petit bug. Alors, à l'époque, tout le monde cherchait le bug de l'an 2000. En fait, c'était moi qui l'avais. On arrive donc à la deuxième étape, à la deuxième opération, en avril 2000, où là, pour le coup, on a débugué l'implant. On me réimplante au cours d'une deuxième opération un nouvel implant qui, lui, cette fois-ci, fonctionne. Ouf de soulagement parce que j'ai adhéré à ce programme qui était avant tout un programme de recherche. Donc par définition, la démarche est quelque peu empirique. Il y a des risques et j'avais souhaité, parce que j'y croyais vraiment, adhérer à ce projet aussi à titre personnel parce que je souhaitais faire quelque chose qui allait vers et pour les autres et qui m'a permis de me reconstruire au travers de projets, entre autres celui-ci. Alors, on arrive en 2013 et aujourd'hui, pour dire très précisément où on en est aujourd'hui, alors, il est bien évident que j'ai toujours ce système, qu'il fonctionne toujours, mais je ne vous cacherai pas qu'il est assez fatigué, parce que je l'ai utilisé de façon assez intensive pendant à peu près plus d'une dizaine d'années, et puis, d'un point de vue technologique, il est naturellement tout à fait dépassé. C'est pour cela que je me qualifie plutôt aujourd'hui, modestement, de prototype obsolète, et je pense que le meilleur est à venir grâce aux nouvelles générations d'implants de neuroprothèses qui vont arriver très prochainement. Merci beaucoup. Merci. Marc Merger, professeur à Bichon, dit de lui « Je suis un prototype obsolète ». Aujourd'hui, quels sont les progrès qui ont été accomplis dans ces domaines-là, en particulier donc des neuroprothèses, par rapport aux risques qui étaient quand même importants à l'époque, et la façon dont vous pouvez peut-être gérer ces risques aujourd'hui? Alors je voudrais tout d'abord remercier publiquement Marc, qui est un ami très cher, parce que sans lui, nous n'aurions jamais pu commencer ce programme. Et il a passé beaucoup de temps, beaucoup d'efforts, beaucoup de difficultés aussi, puisque nous avons eu quand même des problèmes, car c'est évidemment très difficile de combiner la technologie et le biologique, puisqu'il s'agit de ça dans le cas particulier. Et je suis toujours extrêmement reconnaissant d'avoir été le pionnier. Il dit qu'il est obsolète, ce n'est pas exactement vrai, mais c'est vrai néanmoins qu'il ne peut pas pour l'instant se servir de son système parce que le programme n'est pas adapté à la configuration de son implant. Alors, il est clair que je voudrais vous montrer quelques images et Nadia a accepté de faire une exception pour moi, de vous montrer des images parce que je crois que le problème est tellement compliqué que si on ne fait que parler, c'est assez difficile de se rendre compte de ce que c'est. Donc, je vais vous montrer quelques images et sur celle-ci, vous allez voir que c'est simplement une classification pour que les choses soient claires. Vous avez ici donc les prothèses. Les prothèses remplacent un organe qui a disparu, prothèse de la main, prothèse de la jambe, etc. Et elles peuvent être soit à l'extérieur, c'est ce qu'on appelle les prothèses externes, soit à l'intérieur, c'est les prothèses internes, ce qu'on appelle les implants, puisqu'ils sont placés à l'intérieur du corps. Alors il y a des implants cosmétiques, les dents, c'est évidemment des implants, les prothèses mammaires, des implants ostéo-articulaires, et Laurent Sedel, qui est un ami de longue date aussi, est un grand spécialiste de ces implants. On met des nouvelles articulations pratiquement partout dans le corps, et ce qu'on appelle les neuroprothèses, qui sont les prothèses cochléaires pour les personnes qui sont sourdes profondes et qui ne peuvent pas être appareillées facilement, les prothèses visuelles qui n'en sont qu'à leur début, parce qu'on se rend compte que la vision est une fonction tellement compliquée qui implique une très grande partie du cerveau qu'on n'est pas encore arrivé à donner chez des personnes aveugles des images réellement.
Il y a évidemment les prothèses, les neuroprothèses neurales, les pacemakers, avec un très grand développement pour les cardiaques. La deuxième catégorie, c'est ce qu'on appelle les orthèses, c'est-à-dire un système qui assiste un segment déficient. Et on peut dire que l'orthèse qui est la plus largement utilisée, mais qui n'est pas remboursée par la sécurité sociale, c'est le soutien-gorge qui pallie finalement aux déficiences de la pesanteur sur des organes qui ont tendance évidemment à subir ce... Et puis il y a ce qu'on appelle les aides techniques, par exemple les lunettes, c'est une aide technique et il faut savoir par exemple qu'en France il y a 30 millions de porteurs de lunettes, ce qui est évidemment considérable. Alors ceci étant, la suivante s'il vous plaît, voilà un exemple d'orthèse active sur lequel nous avons travaillé en 1974, il y a très longtemps avec la Régie Renault, qui a fait un système maître-esclave, ça c'est un kiné, c'est une patiente paraplégique. En faisant des mouvements, il fait marcher la kiné, puisqu'elle a des potentiomètres sur la même combinaison, et elle a des moteurs hydrauliques qui lui permettent de marcher. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous voyez qu'elle regarde ses pieds, parce que le vrai problème, quand on veut appareiller une personne qui est paralysée, qui est paraplégique complète, c'est qu'elle n'a pas de sensibilité, pas de motricité volontaire, elle a des muscles qu'on peut utiliser, mais pas de motricité volontaire. Et par ailleurs, comme la peau, c'est le goniomètre qui nous permet de savoir où nous sommes à tout instant et où nous allons avec nos différents segments corporels, quand il n'y a pas, il faut qu'elle regarde pour savoir ce qui se passe. C'était un peu ça le problème. La suivante, c'est une coupe du cou qui vous montre la vertèbre cervicale que vous voyez ici. Alors c'est intéressant de voir que ça, c'est la moelle. Vous voyez que c'est un conduit qui a à peu près 1,5 cm de diamètre. Vous avez deux parties visibles, la partie motrice qui est ici, la partie sensitive qui est là, et on comprend facilement qu'une fracture de cette vertèbre comprimant la moelle peut entraîner une paralysie, et c'est ce qu'on appelle une tétraplégie quand c'est au niveau cervical, une paraplégie quand c'est au niveau dorsal. Et il faut savoir que dans la moelle épinière, il y a 1 million de fibres nerveuses, la plus grosse fait 25 microns, c'est-à-dire 25 millièmes de millimètre. Alors c'est là le vrai aspect technique du problème. Pour remettre en place 1 million de fibres comme ça, bout à bout, c'est quasiment impossible. Et c'est ça le vrai problème technique. La suivante vous montre ici une coupe du nerf sciatique chez l'homme. Vous voyez, le nerf sciatique a deux parties, avec une artère qui se trouve placée au centre. Alors c'est intéressant de voir que vous avez ici des fascicules, c'est-à-dire des groupes de fibres nerveuses. Autrement dit, dans un nerf, les fibres nerveuses ne sont pas en vrac, elles sont par paquets, qu'on peut identifier, et c'est ce qui nous a permis de finalement isoler les fascicules correspondant aux muscles qu'on veut stimuler, et on peut de ce fait mettre une électrode autour du fascicule dans le tronc nerveux sans être obligé d'aller jusqu'au niveau de la jambe. Autrement dit, Marc a un implant, il a des électrodes, mais il n'a aucune électrode dans les membres inférieurs. Toutes les électrodes sont concentrées au niveau du bassin. Donc, si on regarde l'épidémiologie des lésions médulaires, allez-y si vous pouvez frapper. Voilà. En France, il y a 30 000 paraplégiques. Il y a environ 6 500, parce que le chiffre n'est pas complètement exact, mais donne une idée. L'âge moyen, c'est 31 ans, 65% d'accidents, 15% d'accidents de sport. Il faut savoir que le sport est dangereux, puisqu'il y a énormément de jeunes qui ont des accidents de sport, le ski en particulier. Et en Europe, ça représente une population d'à peu près 300 000 personnes. Donc, si on regarde l'électrosimulation fonctionnelle telle que nous l'avons utilisée, on a commencé en 89, donc il y a déjà assez longtemps, par un projet Calies, qui est un programme Eureka, qui est un programme qui finançait des projets industriels. Et nous avons travaillé donc avec une industrie. Nous avons créé un réseau européen en 92. Ensuite, nous avons eu en 96 le projet Suave, Lève-toi et marche. Enfin, quelqu'un l'a dit avant nous, avec beaucoup plus de succès qu'on ne pourra jamais l'avoir, bien entendu. Mais c'est exactement ce qu'on essaye de faire, c'est de mettre quelqu'un debout avec ses muscles et de faire des pas avec également ses muscles. Dans ce consortium, il y avait IBM, Thomson, des compagnies assez importantes. On a opéré 2 patients, Marc et Ludovico, un patient italien avec lequel malheureusement nous avons eu beaucoup de problèmes parce que Ludovico faisait beaucoup de sport, il a reçu un ballon sur l'abdomen, il a eu un hématome, cet hématome s'est infecté, un fil du système est allé dans l'hématome infecté, il est sorti à la peau et malheureusement un médecin a tiré sur le fil, l'a coupé
Et nous savons, en implantologie, quand il y a une infection, c'est une vraie catastrophe. On a beau faire ce qu'on veut, on ne peut pas éviter, évidemment, d'être obligé d'enlever. Donc on a été obligé chez Ludovico d'enlever l'essentiel de ce qu'il avait, mais il n'a pas eu de conséquences du tout, et il ne nous en veut pas non plus. C'est parce que c'est un garçon extrêmement intelligent, et comme Marc, ce sont des pionniers qui acceptent de jouer un jeu difficile, parce que c'est prendre des risques, que nous essayons évidemment de diminuer au maximum, mais les risques incontestablement existent. Et nous avons le dernier projet qu'on appelle NeuroStim. Nous avons opéré une patiente belge, Angélique, qui est paraplégique, et nous avons changé le système, c'est-à-dire que chez Marc, il y a 2 types d'électrodes, des électrodes placées à la surface des muscles et des électrodes placées sur les nerfs. À la surface des muscles, il faut 25 mA pour les stimuler, donc c'est quand même relativement important. Sur les nerfs, il faut 2 à 3 mA, c'est-à-dire un courant très très faible. Donc on a décidé d'utiliser que des électrodes neurales, et c'est ce qu'on a fait en opérant Angélique. Alors je vous montre ici la radiographie de Marc. Il a son implant que nous avons mis volontairement au-dessus de l'ombilic parce que des tentatives précédentes en Autriche, qui avaient mis 2 implants latéraux, ont fait que les implants ont migré. Et c'est le cas des prothèses mammaires. On voit de temps en temps les prothèses mammaires qui descendent, et c'est évidemment assez catastrophique. Enfin, c'est comme ça, la pesanteur tire sur les implants. Donc on l'a mis là, et il a toujours son implant en bonne place, avec à l'intérieur ici le chip, c'est-à-dire le petit circuit électronique fait par IBM, et sur le côté les électrodes, avec 2 types d'électrodes que vous voyez ici, électrodes épimysiales sur les muscles et électrodes neurales qui sont là. Et voilà une image de l'intervention. La suivante vous montre ici le chip IBM. Alors vous voyez que l'électronique moderne, c'est ça, et ça encore, c'est pas complètement obsolète, mais actuellement, la microélectronique se fait à 0,1 ou 0,02 microns. C'est-à-dire qu'on se rapproche de la miniaturisation des composants du corps, du système nerveux, et c'est évidemment tout à fait intéressant. Et je pense que le corps humain ne fera pas de progrès, il restera toujours le même, mais ce qui fait des progrès, c'est la technologie, c'est la raison pour laquelle c'est intéressant de pouvoir pousser au maximum la miniaturisation des composants. Alors je voudrais vous montrer pour finir 2 images, qui sont une image de la qualité de ce qu'on est capable de faire en imagerie médicale maintenant. Vous voyez que ceci, c'est un scanner de Angélique qui a été fait en 2011. Vous voyez ici le bassin qui est ressemblant parfaitement, c'est une image en 3D. Vous avez ici le fémur, vous avez l'implant de chaque côté, on lui met un implant de chaque côté, les électrodes qui sont placées à l'intérieur sur les nerfs, et ça c'est l'image du rein, qui est une grosse concentration de vaisseaux. La suivante, qui est la dernière, vous montre une vue de profil. Vous avez ici l'implant qui est évidemment beaucoup plus petit que l'implant de Marc, qui fait actuellement 3 cm sur 3. Et les fils ont été mis en place par endoscopie, et j'ai demandé à des collègues gynécologues qui manipulent bien l'endoscopie de pouvoir les mettre. Et pour la première fois, nous avons pu mettre les électrodes dans le bassin, elles sont toutes dans le bassin, par endoscopie, ce qui est une méthode évidemment non invasive, mini-invasive en tout cas, et qui nous a permis de faire. Alors ce que nous sommes actuellement en train de faire, c'est de préparer un implant de 3e génération, c'est-à-dire un implant, parce que celui-là a quelques défauts. En particulier, il faut qu'on puisse communiquer avec l'implant de l'extérieur. Alors on communique avec cet implant-là avec une antenne qui transmet, comme l'a dit Marc, l'énergie et le signal. Mais on peut faire mieux, c'est-à-dire qu'on peut avoir un dispositif qui, avec un microcontrôleur électronique, peut changer les paramètres de l'implant, modifier, recevoir des informations. Ce qui est important en particulier, c'est la résistance, ce qu'on appelle l'impédance des électrodes. On pourra les mesurer de cette façon-là. Et je travaille avec 2 groupes. Le professeur Raymond, Pierre Raymond, qui est à Mulhouse, et un de mes très bons amis, qui est notre ami, le docteur Payet, Guy Payet, qui est à San Francisco, et nous espérons avoir dans, je pense, 1 mois et demi, le nouvel implant que nous allons tester, et nous avons une patiente qui est prête, qui est une jeune paraplégique italienne, qui a l'avantage, parce que le problème, c'est évidemment, il faut avoir des muscles. Nous avons opéré Marc après 10 ans de paraplégie, et évidemment, le non-usage des membres crée une atrophie musculaire qui est normale,
Il faut, dans un premier temps, renforcer les muscles pour leur redonner plus de potentiel moteur. Et Nicoletta, qui est cette jeune personne, qui est ingénieure elle-même, a des muscles de très bonne qualité et nous pensons qu'on pourra avoir avec elle sans doute un résultat intéressant. En tout cas, je remercie Marc et je voudrais dire simplement que cette technologie-là me paraît être, personnellement, la seule réaliste pour permettre à des paraplégiques de se remettre debout avec leurs muscles et de marcher avec leurs muscles. Il ne s'agit pas de marcher comme avant. Il faut bien comprendre qu'on ne peut pas, il y a deux fonctions dans la marche, c'est la propulsion et la stabilisation. On ne peut pas rétablir la stabilisation parce que c'est trop compliqué. Vous pilotez vous-même une machine hyper compliquée sans savoir comment elle est faite. Et c'est ça qui est absolument merveilleux dans le corps humain, c'est qu'on n'a pas besoin de beaucoup d'informations pour piloter une machine très complexe, mais elle est réellement très compliquée. C'est la raison pour laquelle je crois que la solution ne peut pas être simple, elle ne peut être évidemment que complexe. Laurent Cédel, pour compléter, ou en tout cas nous amener vers votre territoire à vous, qui est plus celui des prothèses articulaires, est-ce que on voit bien que là, les technologies qui sont employées supposent des transferts. Vous avez travaillé très longtemps avec Renault, vous avez travaillé avec le commissariat à l'énergie atomique. On voit qu'il y a là des collaborations qui sont intimes entre des spécialités différentes. Est-ce que vous également, dans votre spécialité, il y a cette nécessité de la pluridisciplinarité? Bien entendu, nous travaillons avec des ingénieurs. J'ai dirigé un laboratoire qui dépendait d'ailleurs des sciences de l'ingénieur du CNRS, qui était un peu particulier, labo dirigé par un chirurgien. Et bien sûr, le personnel qui travaillait avec moi et qui était responsable des recherches, ce sont des ingénieurs. Mon domaine est celui, merci Pierre d'avoir montré cette diapo, est celui des prothèses articulaires donc internes. C'est aussi le problème de la traumatologie. Je pourrais peut-être dire 2-3 mots sur la paraplégie parce que ça m'intéresse et tu t'es exprimé longtemps, donc on peut peut-être en parler aussi. Alors sur les prothèses internes, il faut savoir que c'est quand même quelque chose qui se met de façon extrêmement courante. On met environ 150 000 prothèses de hanches par an en France, 100 000 prothèses de genoux. Les échecs sont dus surtout à l'usure des produits. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Ce qui compte, moi je dirais, puisqu'on est là dans un domaine de l'éthique, c'est d'abord que l'indication soit bien posée, parce qu'on s'adresse quand même à quelqu'un qui souffre, qui a un problème, où il est souffrant, il est douloureux, ou bien il est raide, et on va, grâce à ces prothèses, lui permettre de retrouver ses fonctions précédentes, donc de remarcher. Avec les prothèses de hanche, maintenant on peut refaire tous les sports que l'on veut, voilà, sans limite. Ensuite, ce qui me paraît, moi, éthique, ça serait d'avoir une revue systématique de tous ces dossiers, c'est-à-dire de pouvoir les suivre dans des registres, et on demande des registres depuis fort longtemps. C'est pareil, d'ailleurs, je pense pour les médicaments, on devrait avoir comme ça un suivi de tous les patients. Là, on se heurte à la commission informatique et liberté, c'est-à-dire sous prétexte de prévenir certains abus, en fait, on évite de savoir vraiment ce que deviennent les gens à qui on donne des médicaments ou à qui on implante des prothèses, et c'est bien dommage. Voilà, je me permets de m'exprimer, il y a un auditoire important, donc je le dis là. Je vais juste parler un tout petit peu de la traumatologie, puisque mon service était assuré de traumatologie, pour dire que les paraplégiques, enfin c'est un vrai problème, bien entendu, mais ça commence quand même pour un public aussi. Le problème n'est pas de les prendre une fois qu'ils sont totalement paralysés, que c'est fini. Il faut savoir éviter cette paralysie. Alors comment fait-on? Alors déjà, il faut savoir que c'est toute une organisation, et en France, ça ne marche pas trop mal. Il faut d'abord les opérer dans les 12 heures. Ça, c'est extrêmement important, puisque si jamais la moelle est simplement comprimée, il faut lever la compression, et ça, on a 12 heures devant nous. D'où l'importance des hélicoptères, des centres très bien équipés, avec beaucoup de chirurgiens, d'anesthésistes et de gens capables de prendre en charge. Ensuite, si la moelle est coupée, alors effectivement là, on ne sait pas actuellement réparer une moelle sectionnée, mais il y a d'autres voies. Alors c'est pour ça que je voulais simplement dire ça, c'est-à-dire que là, on a parlé électronique, c'est très beau, c'est superbe, enfin moi j'admire tout ce que tu fais depuis des années. Il y a d'autres voies, et récemment, j'ai vu une équipe à Miami qui s'occupe justement de cellules souches. Ah oui, je reviens sur mes pieds et sur l'éthique, parce que les cellules souches pourraient permettre de guérir cette moelle sectionnée, de la faire cicatriser, ce qui serait quand même, si ça pouvait marcher, qui serait quand même la meilleure guérison possible, puisque là on récupère vraiment la sensibilité des muscles. Alors ces cellules souches, il faudrait pouvoir en disposer. D'où l'intérêt dans ces débats que les éthiciens comprennent bien que limiter pour des raisons morales l'accès aux cellules souches, c'est peut-être un problème pour les futurs paraplégiques complets. Bon, je vais m'arrêter là, je pourrais continuer à parler parce que je suis assez bavard, il faut m'interrompre, mais je peux m'arrêter là, mais je peux répondre à d'autres questions. Voilà. Je voudrais dire
Merci Laurent, je connais très bien tes travaux depuis très très longtemps, qui sont des travaux remarquables, en particulier sur les implants articulaires. Pour ce qui concerne les cellules souches, je crois que c'est un très difficile problème. Effectivement, les chercheurs n'ont pas inventé les cellules souches. Les cellules souches existent normalement dans le corps, et l'endroit où on en trouve beaucoup, c'est dans la moelle osseuse, et on en trouve beaucoup dans la muqueuse olfactive. Quand vous sentez les odeurs, vous avez une partie du nez qui est spécialisée. Pourquoi? Parce que nous avons 15 à 20 millions de cellules sensorielles dans la muqueuse olfactive, mais les cellules olfactives vivent entre 3 et 60 jours. Or, il est prévu, et ça on le sait bien maintenant, des cellules souches qui existent dans la muqueuse olfactive et qui, au fur et à mesure que les cellules disparaissent, recréent des nouvelles cellules pour permettre finalement de maintenir la fonction olfactive. Alors c'est la raison pour laquelle des équipes ont essayé, en particulier au Portugal, ont essayé de prendre de la muqueuse olfactive et de la mettre dans le foyer médulaire. Ils ont fait beaucoup de battage médiatique, et c'est un peu ça le drame des médias, c'est que de temps en temps, on donne de faux espoirs aux patients, et je crois personnellement que c'est un faux espoir. Pourquoi? Parce que, je l'ai dit tout à l'heure très brièvement, mais il y a dans la moelle 1 million de fibres nerveuses. Mettre des cellules souches dans le foyer, ce qui a été fait à Lisbonne, qui a été fait à Miami, où ils continuent de travailler sur ce sujet-là, fait qu'on peut transformer ces cellules souches en neuroblastes ou en neurones, c'est-à-dire en cellules nerveuses. Si on les met dans un foyer où il y a une interruption de la conduction, on peut imaginer que ces cellules vont faire des connexions en haut et en bas avec un. Mais quand on connaît la complexité de l'architecture de la moelle, c'est ça la vraie difficulté, c'est que ce n'est pas en mettant des neurones qui feront des connexions à l'intérieur qu'on va réussir à rétablir l'architecture. Donc on ne peut pas, à mon avis, c'est un faux espoir, on ne pourra pas guérir une personne paraplégique avec les cellules souches. On peut, parce qu'on a tout essayé, les astrocytes modifiés, on a essayé des tas de choses, on peut améliorer peut-être à ce niveau-là, et en particulier les fonctions vésicales et sphinctériennes, mais je ne crois pas du tout à la guérison par les cellules souches. Je peux dire juste un petit mot? Parce qu'on n'a pas essayé avec des cellules souches embryonnaires. Or, c'est peut-être ça l'avenir, c'est-à-dire utiliser effectivement, alors je sais bien que c'est des choses qu'on nous interdit actuellement, mais les cellules souches embryonnaires, voire des clones, enfin pas des clones, mais un œuf là, qui est fécondé, qu'on garde dans un frigidaire, alors tout le monde saute, mais ça peut être extrêmement utile. Moi j'ai eu une greffe du foie, je peux vous dire que ça aurait peut-être été très très bien d'avoir des cellules hépatiques venant d'un de mes petits frères gardés au frigidaire. Vous voyez, on est dans une autre dimension, et encore une fois, la question ne se pose pas, là je ne pose pas la question en termes moral ou éthiques, je pose la question en termes purement médical, c'est-à-dire savoir s'il y a une utilité de faire ce genre d'action. Si je puis me permettre, je voudrais dire très brièvement que je suis allé à Cuba. À Cuba, ils ont un centre de transplantation qui est assez extraordinaire avec 400 chercheurs, quelque chose qui a peut-être été l'occasion d'aller voir. Et ils ont opéré 60 paraplégiques en mettant des cellules embryonnaires, c'est-à-dire qu'ils ont pris, après un avortement, le fœtus, ont pris du tissu nerveux qu'ils ont mis dans le foyer de paraplégique sans aucun résultat. Et je crois que c'est ça qu'il faut dire, et il ne faut pas laisser penser qu'on pourra guérir la paraplégie, je ne crois pas, parce que les neurones détruits ne reviennent jamais, et ça c'est une chose absolument certaine. Un hémiplégique qui a fait un accident vasculaire cérébral reste hémiplégique jusqu'à la fin de ses jours, et malheureusement une personne paraplégique, Marc le sait très très bien, reste paraplégique. Ce qu'il faut par contre, c'est essayer d'améliorer, essayer de réutiliser ce qui est utilisable, c'est-à-dire chez une personne qui est paraplégique, elle a des muscles, c'est ce qu'a exactement Marc, en dessous de la lésion, il ne peut pas les contrôler, mais ils existent. Donc si on arrive à les stimuler et à les réintégrer dans un programme artificiel, je crois que c'est une solution qui est utilisable, qui n'est pas parfaite, mais qui est utilisable. Si on s'en tient, donc, si on en revient sur les applications différentes des neuroprothèses, au-delà peut-être de vos spécialités, c'est-à-dire qu'on se rend compte que l'électrostimulation qui permet d'activer pratiquement tous les nerfs et qu'on arrive aussi par la stimulation profonde du cerveau d'agir sur des pathologies aujourd'hui, sur Parkinson, on arrive à agir sur des troubles obsessionnels compulsifs. Là, il y a quelques jours encore, on nous a rendu compte d'une expérimentation menée en Allemagne sur un enfant autiste de 13 ans, donc, dont on a essayé par la stimulation profonde du cerveau, en lui mettant des électrodes dans l'amygdale
réduire les comportements d'automutilation. Le champ d'application des neuroprothèses, de l'électrostimulation paraît immense et elle vient effectivement de cette collaboration que vous avez depuis des décennies entre la médecine, les ingénieurs, les industriels, voilà, et les électroniciens. Alain Beretz, pardon. Vous qui présidez une grande université, est-ce qu'effectivement, quand on perçoit à quel point la collaboration et les transferts de connaissances entre la médecine, l'industrie, l'armée, on verra peut-être l'expérience que vous avez effectivement de ces transferts-là, vous aussi, ces progrès-là sont extrêmement rapides, sont extrêmement importants. Le champ s'élargit à une vitesse incroyable. Est-ce que l'université, elle s'adapte d'une certaine façon à ces changements? Est-ce que vous avez été amené à modifier la formation qui est dispensée à vos étudiants et finalement à accompagner ce changement-là? L'université, d'abord bonjour à toutes et à tous, mais l'université c'est la source de ces changements d'abord. Je crois qu'il faut quand même retourner le problème, c'est à l'université qu'ils sont nés. Donc je pense que les universitaires... Dans le champ de la recherche. Oui, mais l'universitaire est un chercheur. Oui, et sûr. Un enseignant, et c'est pour ça que c'est intéressant, c'est-à-dire que c'est à la fois à l'université que le changement est né, et peut-être le changement ensuite d'enseignement sera plus possible, parce que celui qui enseigne est au courant des mutations, c'est vrai, des vraies mutations, au sens d'ailleurs de la biologie moléculaire, dont on a beaucoup parlé dans ces forums déjà, c'est vraiment des mutations importantes. Donc oui, je crois que le véritable changement, aussi bien chez le professionnel, et on en a déjà parlé, que pour l'enseignement des futurs professionnels, c'est aujourd'hui que le professionnel ne peut plus être seul. Il ne peut plus être détenteur seul ni du savoir, ni du geste thérapeutique. La médecine échappe aux médecins, il faudra bien un jour qu'ils s'en rendent compte, et c'est important, c'est-à-dire le médecin reste l'interface avec le malade, mais totalement ne saura pas maîtriser la technologie sans l'approche des ingénieurs, des chimistes, des biologistes moléculaires, etc. Et donc il faut trouver, je crois qu'il serait faux de vouloir concentrer l'ensemble du savoir chez une seule personne. Aujourd'hui, l'imagerie, la robotique, c'est des affaires de professionnels. Ou alors on change de métier, la double formation, ça peut arriver, mais c'est extrêmement rare. Donc pour dire, puisque vous me posez une question sur la formation, ce qu'il faut essayer de développer chez le jeune professionnel, quel qu'il soit, c'est sa capacité d'interaction avec les autres. Peut-être un peu sa modestie aussi. Et donc le fait qu'il sache aller chercher les connaissances complémentaires dans l'intérêt de quoi? Dans l'intérêt du malade. Il ne faut pas quand même oublier, et pas dans l'intérêt de l'innovation pour l'innovation. Et on revient peut-être au sujet qu'on n'a peut-être pas encore trop abordé ici, mais c'est pas que moi je suis un fanat, je ne ferai pas ce métier sans être un fanat d'innovation technologique. Ce qui nous fait marcher, nous universitaires, c'est la beauté de la science et la beauté de la technologie. Mais ça ne suffit pas à guérir les gens, ça. Donc une fois qu'on a une belle, et je dis belle parce que c'est important, innovation technologique, comment est-ce qu'elle peut être utile aux malades ou à l'inverse, si on prend un point de vue purement éthique, comment est-ce qu'elle ne peut pas être mauvaise pour le malade ou, exagérons, pour l'humanité. Donc ça c'est aussi, nous avons, nous, enseignants, puisque la question est posée à l'enseignant là plutôt, à prendre nos responsabilités de dire, à la fois de faire passer chez les futurs professionnels, chez nos étudiants, l'amour de l'innovation, parce que je crois que sinon ça n'avancerait pas, et le respect des choses qui forment l'éthique, de l'ensemble éthique, pour qu'ils soient à nouveau, après, dans le champ de leur exercice professionnel, capables de servir la société. Et précisément sur quelles sont les limites, voilà, dans quelles limites est-ce que vous posez aujourd'hui, les uns et les autres, le développement de vos spécialités, c'est-à-dire jusqu'où la technologie dans le corps humain et comment est-ce qu'on la... J'ai été frappé parce que vous venez de dire que les médecins vont perdre le contrôle. Vous avez en partie raison parce que l'enseignement est mal fait. Je pense qu'il faut qu'on revoie complètement l'enseignement en médecine. J'ai été frappé, moi j'ai enseigné pendant 40 ans à la faculté de médecine de Montpellier, et j'ai été très frappé par le fait que le médecin, de plus en plus, doit comprendre la technologie. Pas forcément faire de la technologie, mais comprendre. Or, pour comprendre quelque chose, il faut avoir les termes.
Et le minimum pour un médecin, c'est d'avoir la terminologie de l'ingénieur, qui malheureusement n'est pas donnée toujours, et qui fait que le dialogue entre le médecin et l'ingénieur est quelquefois mauvais ou difficile. Par exemple, un médecin utilise des technologies de plus en plus, il faut qu'il les comprenne, c'est le minimum. Alors on aurait sûrement intérêt à enseigner aux médecins la terminologie de l'ingénieur et enseigner aux ingénieurs ce qu'est la médecine. Parce que le problème, c'est que beaucoup d'ingénieurs rêvent, enfin rêvent, c'est pas un mauvais mot, mais se projettent avec une optimisation de fonction qui n'est pas réalisable. Par exemple, on met maintenant des électrodes dans le cerveau et certains ingénieurs disent, bon, on peut très bien rétablir, recommuniquer en mettant des électrodes dans le lobe frontal, le lobe temporal, le lobe occipital. Mais ils ne savent pas qu'un patient, c'est un humain qui n'aime pas non plus qu'on lui fasse des choses invasives. La médecine invasive aura de moins en moins de possibilités d'exister, ça c'est complètement sûr. Et c'est pour ça que pour en revenir à l'électrostimulation, il y a un groupe actuellement assez important qui travaille sur la possibilité de stimuler les structures cérébrales sans électrodes, c'est-à-dire de faire de la neurostimulation sans électrodes. Et si on y arrive, c'est une porte ouverte énorme, parce que ça supprime l'invasivité des techniques actuelles d'électrodes profondes, et ça serait un bon exemple. Et c'est pour ça aussi que les études de médecine sont trop longues. Il faut 12 ans pour faire un médecin, il faut 5 ans pour faire un ingénieur, et c'est quand même un petit peu anormal. Et il faut sûrement revoir un peu les programmes pour permettre finalement d'avoir quelque chose de plus équilibré. Enfin, c'est mon sentiment. Oui, juste pour terminer sur ce que tu viens de dire, c'est vrai, mais il faut garder ce qu'on a en France de très bien, c'est le contact du malade. Ce qui est assez particulier, il y a peu de pays où on a autant de relations avec le malade, parce que dès qu'on est étudiant hospitalier puis interne, on a un contact avec le malade, et ça c'est vraiment unique. Et je voyage beaucoup et c'est rare. Je voulais dire par rapport à la recherche et les applications, moi j'ai été donc très heureux de diriger ce labo de recherche, et j'ai toujours dit que j'étais un peu schizophrène, parce que avec les patients, il faut faire ce qui est connu de longue date pour leur assurer la meilleure sécurité. Et au laboratoire, on va tester éventuellement, on va rêver, quoi. On va tester différentes voies. Et ces tests se font sur ce qu'on appelle des modèles, et c'est extrêmement intéressant d'avoir des cultures cellulaires, d'avoir des modèles animaux. Enfin, il faut qu'on ait des laboratoires bien équipés de façon à pouvoir justement chercher, tenter dans différentes voies. Et ce côté mixte, c'est important. Alors je termine là-dessus parce qu'on a remarqué, par exemple, sur les prothèses articulaires, les nouveautés, très souvent, sont d'abord mises chez les très jeunes. On dit, voilà, on va mettre une prothèse nouvelle, elle vient d'arriver sur le marché, on va l'utiliser parce qu'on a des jeunes. Et c'est effrayant parce que justement, ces prothèses-là, pas très bien validées, on est obligé de les réopérer. Donc ça veut dire que le jeune patient est parfois l'animal d'expérience. Et ça, c'est assez insupportable. Donc je dis toujours, non, c'est le contraire. Il faut utiliser ce qu'on connaît bien chez les patients jeunes. Éventuellement, peut-être utiliser les vieux, si vraiment, bon. Non, ça, non, bien sûr que c'est pas vrai. Hein, c'est pas vrai, je plaisante. Mais enfin, vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire ne pas toujours dire, j'ai quelque chose de neuf et donc je vais commencer si j'ai un jeune. Voilà. Juste avant peut-être qu'on en arrive très vite là maintenant aux questions que vous pourriez avoir posées, je voulais juste donner la parole à Marc Merger qui, ayant un engagement très, très, très profond dans la façon dont aider les programmes de recherche et favoriser les programmes de recherche, vous disiez que, au fond, vous vous êtes rendu compte que très souvent, ce sont les recherches qui sont menées par l'armée qui ont aidé précisément à amener des avancées pour la médecine. Peut-être que vous nous en disiez un mot, parce que ça nous amènera à des applications qui, aujourd'hui, ces capacités technologiques et ces prouesses médicales qui peuvent être réalisées, on se rend compte qu'elles émanent pas forcément du monde médical, mais qu'elles émanent d'autres, de l'industrie, de l'armée, et qu'on pourrait très bien donc imaginer qu'on transfère ce savoir-faire dans d'autres domaines où là se poserait peut-être la question de leur application, de leur utilisation et du bien fondé de leur utilisation. Je pense par exemple à, on peut tout à fait s'en réjouir, mais on peut en discuter, des capacités d'implanter le dossier médical sous la peau, la capacité, vous disiez, Monsieur Rabichon, vous me disiez ça, j'en étais assez éberlué, d'apporter, de vous implanter une mémoire additionnelle, de vous mettre toute l'histoire de France dans un implant, et puis que vous n'ayez plus qu'à puiser dans cette mémoire-là. Donc voilà, une connaissance additionnelle qu'on vous implanterait, et vous dites c'est techniquement faisable. Donc voilà, là on peut aborder aussi ensemble, dans un échange,
peut-être des questions véritablement voilà, de ce qui vous apparaît formidable, peut-être un peu étonnant. En tout cas, je vous laisse peut-être juste amorcer ce débat ensuite avec vous sur ce que vous voyez venir des recherches de l'armée. Oui, je vous remercie. En effet, il y a une image qui m'a marqué, j'avais vu ça à peu près il y a plus d'une dizaine d'années, où j'avais découvert qu'en fait, l'armée de l'air américaine utilisait dans ses simulateurs de vol, en fait, des capteurs qu'ils posaient au niveau du cortex pour essayer de trouver, par le biais de ces capteurs, des informations émises depuis le cerveau. En d'autres termes, on voyait en clair un pilote de l'armée de l'air américaine piloter dans son simulateur de vol son avion sans aucun bras, sans aucune jambe, sans rien, uniquement par la pensée. Alors, c'est d'abord la première chose qu'on a vue. Aujourd'hui, plus concrètement, on en voit les applications. Les applications, c'est par exemple pour des patients qui sont atteints de lock-in syndrome, c'est-à-dire de paralysie totale, qui, par le biais de la pensée, peuvent effectivement envoyer par des impulsions électriques au niveau du cerveau des informations qui leur permettent, par les yeux, de cliquer en fait avec le battement des paupières et de pouvoir communiquer avec le monde extérieur. Alors c'est extraordinaire, mais le problème, et c'est de là où est venue votre question, c'est qu'on constate que malheureusement, les budgets de l'armée, donc pour détruire l'homme finalement, sont beaucoup plus importants que ceux pour le guérir ou pour le construire. C'est assez paradoxal et malheureusement on en est là. Ce serait mieux qu'on puisse avoir une démarche qui soit plutôt inverse, c'est-à-dire aider l'homme et surtout pas le détruire. Deuxième remarque que je souhaitais faire, c'est qu'au-delà du débat qui a été mené jusqu'à présent, il y avait une autre question qui m'est venue à l'esprit, enfin plutôt une autre réflexion, et qu'il ne faut pas négliger, c'est, je dirais, la dimension sociale de la neuroprothèse. On parlait tout à l'heure, par exemple, des implants cochléaires qui permettent aux sourds profonds ou aux malentendants de réentendre. Alors, ça paraît peut-être rien, mais pour certains patients, pour certaines personnes qui souffrent de cette pathologie, ça leur permet de suivre un cursus scolaire, voire universitaire, tout à fait normal. Et donc, c'est véritablement un facteur d'intégration sociale. Voilà, après j'aurai encore d'autres réflexions à faire, mais sur d'autres sujets. J'ai peut-être juste, ça va être 10 secondes, mais ce que Marc a dit sur l'armée, puisqu'on est là sur l'éthique, et je crois qu'il faut qu'on se ressente peut-être un peu sur l'éthique, parce que la magie de la science, je peux vous en parler des heures aussi, mais c'est très intéressant. Un certain nombre de grands progrès au bénéfice de l'homme ont été faits par l'armée. C'est comme ça, c'est pas éthique du tout, c'est la guerre qui nous a amené la pénicilline. Hein, la pénicilline, c'est la guerre de 14. Les prothèses, la plupart des grands progrès dans les prothèses, c'est l'armée. Voilà. Et la télémédecine et la téléchirurgie, c'est l'armée. Bon, je ne dis pas que c'est bien, je dis que peut-être il faut analyser le phénomène socio-économique qu'il permet et que malheureusement la recherche civile n'a pas été au niveau et que c'est la recherche militaire qui nous a amené certains progrès. Vous avez bien compris que je ne défends pas spécialement la recherche militaire. Mais je pense que c'est un sujet qui pourrait amorcer un certain débat dans la salle. Je voudrais juste dire un mot. Peut-être que je n'ai pas compris ou que j'ai mal entendu, mais c'est la clinicienne en moi qui se réveille et se révolte un petit peu. J'apprécie énormément, infiniment la recherche et tout ce qu'elle nous apporte, c'est évident. Mais cette relation médecin-ingénieur, médecin-chercheur dont vous parlez, qui me semble capitale, elle ne doit quand même pas recouvrir ou supprimer la relation médecin-patient. Et je pense que dans les dialogues que vous avez évoqués, moi, il m'a manqué un petit peu le dialogue médecin-patient. Même si, en tant que clinicienne, je suis parfaitement incapable de donner les explications que j'ai eues tout à l'heure, je suis quand même capable éventuellement, pas seulement capable mais désireuse, de les transmettre à mon ou à ma patiente. Et je pense que ce rôle de maillon, de passeur d'une rive à l'autre ne doit pas être oublié. Et je prendrai un tout petit exemple de mon émerveillement devant la médecine. Il est vieux comme moi, cet émerveillement.
parce que là, j'étais en première année de médecine, quand il y avait un patient hospitalisé, tuberculeux, et on nous disait, BCG ou pas, vous n'approchez pas, de toute façon, le malheureux homme ne sortira que les pieds devant. Est arrivée la streptomycine, et ce monsieur est sorti debout, peut-être sourd, mais enfin ça, l'histoire ne le dit pas. Et ça fait partie de ces fabuleuses avancées de la médecine dont je crois que nous, l'infanterie, on est capable justement et on est nécessaire pour cette transmission. Je vais m'arroger la possibilité de la première question puisque j'ai le micro. Pierre Rabichon, j'ai lu en préparant le forum que certaines prothèses au niveau des membres supérieurs étaient en capacité d'aller capter dans le moignon de l'épaule des signaux électriques en provenance du cerveau et de les répercuter dans un bras articulé et très technique, à tel point que les prothèses de membres supérieurs, je ne sais pas ce qu'il en est pour le membre inférieur, pourraient être des prothèses neurocontrôlées, neuromobilisées. Où en est-on dans ce domaine? Est-ce que c'est plus le cas pour le membre supérieur? Et est-ce que ce genre de technologie pourra nous permettre de passer outre le fait que nous ne sachions pas réparer une moelle sectionnée? Alors nous avons travaillé dans mon unité pendant 15 ans sur les prothèses de la main. Et je veux te dire que c'est un échec. Alors c'est un échec pourquoi? Parce que 80% des personnes amputées du membre supérieur sont amputées unilatéraux. Et nous avons vérifié, vous pouvez essayer vous-même de passer une journée avec une main dans la poche, vous vous rendrez compte que c'est quand même pas très facile, ça vous complique un peu la vie, mais on y arrive. Ça veut dire qu'avec une seule main, on peut arriver pratiquement à faire toutes les opérations de la vie courante. Vouloir encore, et je l'ai déjà dit à Bruxelles plusieurs fois, vouloir encore supporter des projets de prothèses de la main très avancés qui font des tas de mouvements, etc., est une erreur parce qu'on n'aura jamais la possibilité, comme la main normale, de commander et de sélectionner d'une façon complètement en apparence simple, mais très compliquée par le fait que le cerveau est derrière, qu'il y a des tas de nerfs, qu'il y a des tas d'organisations intérieures. Donc les prothèses fonctionnelles, mécaniques ou électriques ou tout ce qu'on veut, à mon avis, sont une voie d'échec, une impasse, et beaucoup de patients, j'ai travaillé beaucoup avec un de mes amis parisiens qui fait des prothèses esthétiques en silicone, qui sont des copies de la main restante, qui sont extraordinaires. Une femme, par exemple, si elle est amputée de la main, a quand même beaucoup de mal à utiliser une prothèse qui fait bzz bzz, qui fait du bruit, qui n'est pas belle, qui n'est pas... Par contre, un gant cosmétique lui permet de faire oublier son... Et c'est ça la voie qui me paraît la bonne pour le futur, que ce soit pour les adultes ou pour les enfants. Parce qu'on n'arrivera jamais, même avec la technologie la plus raffinée, il faut savoir que par exemple pour le pouce, vous avez 8 moteurs pour le pouce, vous en avez 6 pour chaque doigt. C'est une mécanique extrêmement compliquée que vous pilotez très facilement, sans avoir besoin finalement de savoir quoi que ce soit. Alors ça, on n'arrivera pas et je crois que c'est une impasse. Enfin, c'est le sentiment que j'ai en tout cas. Alors, des questions. Est-ce qu'il y a des prises de parole, des questions à ce stade du débat? Bonjour, Valentine Gourina, je suis doctorante en éthique et je voudrais poser une question à M. Rabichon à propos de ce que vous venez de dire justement sur les prothèses du membre supérieur. J'ai assisté il y a quelques mois ou quelques semaines à un colloque justement sur la prothèse du membre supérieur et des ingénieurs expliquaient que justement les patients avaient du mal à les utiliser. Et c'est quelque chose qu'on observe de façon concrète. Elles sont encombrantes, elles sont compliquées. La plupart du temps, les patients, surtout s'ils ont un moignon assez long, sont plus à l'aise en utilisant leur propre moignon que des prothèses trop lourdes, exactement ce que vous veniez de dire. Ma question, c'est, à votre avis, pourquoi justement, parce qu'on voit souvent dans les médias que la plupart des avancées technologiques en matière de prothèses concernent le membre supérieur, alors que les amputations du membre supérieur sont plutôt minoritaires par rapport aux amputations du membre inférieur. Donc pourquoi et comment on peut expliquer ce déséquilibre entre ce que les ingénieurs, les budgets, la technologie offrent dans le cadre de la prothèse, c'est-à-dire le développement de prothèses très élaborées au niveau du membre supérieur, et que les prothèses du membre inférieur, qui représentent pourtant une majorité de ce qui existe dans le domaine de l'orthopédie, sont passées sous silence ou sont peut-être mises de côté. Quelle est votre explication par rapport à ce phénomène ?
C'est pas... Pourquoi non, ce qu'il y a de sûr, si vous voulez, c'est qu'il faut prendre conscience de la complexité du problème, de la fonction qu'on veut remplacer. C'est ça le vrai problème. Or, le membre supérieur, je l'ai dit tout à l'heure, la majorité des amputés sont amputés unilatéraux. Mais il y a quand même des amputés bilatéraux. Et les amputés bilatéraux, il faut les appareiller, c'est évident. Mais il faut les appareiller avec un système simple, c'est-à-dire une pince qui, même si elle fait un peu de bruit, permet de prendre des objets, et un système relativement simple. Et c'est la raison pour laquelle tous les projets qui ont émergé ces dernières années au niveau européen n'ont pas abouti sur le plan commercial à des modèles qui soient utilisables. Alors un amputé bilatéral, il faut l'appareiller, il faut qu'il puisse prendre des objets. J'ai travaillé beaucoup sur les amputés congénitaux des enfants, et c'est un problème aussi très important parce que les parents sont complètement culpabilisés. Ils n'osent pas montrer leur enfant qui n'a pas de main, et la première chose à faire, c'est de les sécuriser. J'ai suivi pendant 20 ans 3 amputés congénitaux, jeunes, donc de jeunes enfants, depuis le début. Et j'ai dit aux parents, laissez-le faire, et laissez-le. Alors, effectivement, la plupart arrivent à se débrouiller avec leurs moignons pour prendre, c'est le problème de la thalidomide aussi qui a été... Et quand il arrive le moment de la puberté, où effectivement... l'aspect esthétique du corps joue un rôle très important dans les relations entre les jeunes, on leur met, j'ai dit aux parents, attendez qu'ils demandent. Il a demandé, l'enfant a dit, est-ce que je pourrais avoir une prothèse? Et on lui a mis une prothèse esthétique, il est tout à fait heureux comme ça, je les ai suivis tous les 3. Et il y en a un qui a refusé complètement d'avoir quelque prothèse que ce soit, et il mange à table, il met son couteau dans son coude, il mange, il se débrouille, etc. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas imposer à des enfants un système prothétique qui les gêne plus qu'autre chose. Et j'ai vu un enfant qui était très gentil avec ses parents, qui a accepté de porter une prothèse. Et puis un jour, il en a eu assez, et en pleine gare de Perpignan, pas très loin d'ici, il a fait un moulinet avec sa prothèse qu'il a envoyée en l'air, qui est retombée au centre d'un groupe de personnes qui étaient complètement effarées. Et il a voulu montrer comme ça qu'on ne peut pas lui imposer quelque chose qui le gêne. Alors c'est la raison pour laquelle la difficulté de l'appareillage du membre supérieur est liée à la complexité du système. C'est vrai que la main est un organe extraordinaire, très compliqué, que vous manipulez avec facilité, mais par exemple, on voit des films avec des amputés de la main appareillés avec une prothèse, on les voit manger, ça j'en ai vu des centaines, vous en avez sûrement vu aussi à la télévision, alors on les voit qui mangent, ils prennent la fourchette avec la bonne main, ils la mettent dans la prothèse, bzzzt, et puis ils mangent comme ça. Et quand ils rentrent chez eux, ils mettent la prothèse au placard et ils mangent avec la bonne main. C'est la raison pour laquelle il faut être vraiment très attentif à ce problème-là. C'est l'enfant ou le patient qui finalement commande le système lui-même. Et il faut en tenir compte fortement. Monsieur. Je crois que vous aviez posé la question des prothèses de membres inférieurs, c'est ça aussi. Vous avez demandé pourquoi on en parlait moins. Et en fait c'est parce que les prothèses de membres inférieurs, d'abord ça existe depuis 2000 ans, c'est très très ancien. Parce que le membre inférieur, on demande simplement à pouvoir appuyer dessus et marcher. Il faut savoir qu'une prothèse de jambe, c'est-à-dire coupée en dessous du genou, on met une sorte de chaussure en fait quand on se lève et que ça marche très très bien. Les gens peuvent jouer au tennis, enfin ils ont des résultats tout à fait remarquables. Alors après, quand on remonte au niveau de la cuisse, déjà c'est un petit peu plus difficile, mais on marche quand même pas mal, souvent sans canne. Mais c'est juste, alors c'est une question vraiment de mécanique ça, parce que l'appui au sol est reproduit par un certain nombre de systèmes complètement mécaniques. Donc c'est assez bien utilisé. Et on est obligé d'avoir évidemment les deux jambes pour marcher. Là c'est différent que la fonction préhensile, c'est complètement différent. Par ça, peut-être on peut discuter, peut-être un point qui peut vous intéresser. Cet été, il est paru une information, je crois que c'est dans le Figaro, on disait qu'on avait greffé les deux jambes. Je ne sais pas si vous avez suivi ça. Moi, j'ai vu ça, ça m'a fait bondir. Alors, je vais vous dire pourquoi ça m'a fait bondir. C'est parce que j'imagine très bien les suites, un patient comme ça qui en greffe les jambes. D'abord, techniquement, ce n'est pas difficile, hein, parce qu'il y a suturé quelques vaisseaux, l'os, enfin, on fait ça toutes les nuits dans tous les hôpitaux de France. Ça n'a aucune difficulté technique. Après, c'est quand même très gonflé, parce qu'il va falloir lui donner des médicaments, en particulier des médicaments anti-rejet pendant toute la vie. Ensuite, on ne sait pas du tout ce que ça va faire. Vraisemblablement, ça peut s'affecter d'abord. Ensuite, la sensibilité ne sera pas là. Et un pied pas sensible, c'est plutôt moins bien qu'une bonne prothèse.
Donc quand on connaît bien le domaine, moi ça m'avait un petit peu scandalisé cette tentative donc, qui a été faite je crois en Espagne et qui avait été reportée. J'avais écrit au Figaro mais qui ne m'a pas répondu, mais ils n'ont pas de courrier des lecteurs je crois dans le journal. Oui, bonsoir. Question pour le professeur Rabichon. Les patients opérés sont-ils spastiques ou pas? Est-ce que ça joue? Spastique, la spasticité. Ah oui, les spastiques. Ah oui. Excusez-moi, parce que j'en entends pas très bien. La spasticité, si vous voulez, c'est effectivement un problème qui est assez difficile, mais qu'on arrive quand même à assez bien traiter. Quand il y a spasticité, ça veut dire que normalement, quand on tire sur un muscle, il se contracte. C'est un réflexe que nous avons tous. Or, ce réflexe particulier de tirer sur un muscle qui se contracte, il est contrôlé par le cerveau, parce qu'autrement on ne pourrait pas remuer les bras, parce qu'évidemment, chaque fois que vous faites un mouvement, vous tirez sur des muscles, et s'ils se contractent, ça ne peut pas fonctionner. Alors, quand il n'y a plus de contrôle cérébral, il y a la spasticité, c'est-à-dire, effectivement, les gens sont raides. Alors là, ce type de raideur, pour les membres inférieurs, peut servir à tenir debout, même à la limite sans rien, simplement en jouant sur la spasticité. Mais c'est vrai que c'est très handicapant pour le membre supérieur parce que comme les fléchisseurs sont plus puissants que les extenseurs, les gens se retrouvent contractés comme ceci. Alors on sait bien le traiter chimiquement, on a énormément de médicaments qui sont quand même actifs, qui ont des effets secondaires, donc ce n'est pas non plus facile d'en prendre pendant très très longtemps. On sait faire aussi des rhizotomies, c'est-à-dire de couper la racine postérieure pour supprimer le réflexe. Mais en tout état de cause, s'il y a de la spasticité, ça veut dire qu'il y a des muscles. Donc c'est qu'un élément pour notre programme favorable, parce qu'un patient paraplégique qui n'a pas de spasticité, évidemment n'a pas de muscle. Il est flasque, et à ce moment-là, la seule possibilité, c'est de lui mettre une orthèse. Mais par exemple, Marc avait de la spasticité assez bien contrôlée, que ça n'a jamais gêné pour pouvoir se mettre debout et fonctionner. Monsieur? J'ai encore une question pour Marc Merger. Tu as dit que tu es un pilote d'essai. Il y a un nouveau avion à tester, tu le testes? Alors, j'ai donné un peu de ma vie sur ce projet. Je me sens acteur de ce projet et je continue bien évidemment toujours à le suivre de très très près. Mais comme tu as pu le remarquer, j'ai plus de 30 ans. Donc, j'en ai un peu plus de 50 aujourd'hui. Et donc, j'ai déjà donné une première fois. Je continuerai bien évidemment à suivre ce projet de très près, mais je ne me ferai plus réimplanter une nouvelle génération, puisque c'était le sens de ta question. Je ne me ferai plus réimplanter une nouvelle génération de neuroprothèses, mais par contre, évidemment, je suis tout ça de très près. Et les patients qu'a cité le professeur Rabichon, je les connais bien personnellement et je les briefe, je les coach un peu aussi derrière parce que porter à la fois un tel projet et puis de la neuroprothèse, c'est pas quelque chose de simple et d'évident. Il faut le digérer, il faut que l'organisme le digère. Il y a un certain nombre de répercussions. Il n'y a pas encore aujourd'hui, si tu veux, de bible référence qui permet de dire voilà, en fonction de telle et telle opération, il y a telle et telle incidence sur l'organisme. Et tout ça, je l'explique aux patients qui vont être implantés. Donc, je voudrais ajouter, si vous permettez, simplement très rapidement, c'est que nous avons vérifié à Montpellier, il y a 2 ans, les électrodes de Marc, puisqu'il les a depuis 14 ans dans le corps. Or, toutes les électrodes fonctionnent. C'est quand même un très beau résultat. Ça veut dire qu'il y a quand même une fiabilité des électrodes qui est quand même très très bonne. Ce qui veut dire qu'on peut espérer, parce que les problèmes dans ce projet, c'est en double. Un, les électrodes qu'on met sur les nerfs, parce qu'évidemment, il faut que ça puisse rester pendant très très longtemps, sans altérer le nerf, il faut des conditions. Et deuxièmement, c'est l'implant. Et je veux dire que c'est quand même très rassurant de voir que Marc a des électrodes qui fonctionnent encore. Donc on pourra sans doute, et c'est ce que je voudrais faire avec lui réactiver son système, parce que, évidemment, il ne s'entraîne plus depuis très longtemps, mais théoriquement, c'est possible. Mais je vais enlever ma casquette de médecin. Il a les électrodes qui marchent, c'est pas ce qu'on attend. Est-ce qu'il est mieux après avoir été opéré maintenant que s'il ne l'avait pas été?
Parce que les électrodes marchent, ça fait plaisir au docteur, mais le Non, patient, qu'est-ce attendez, qu'il en non, dit? c'est un peu rapide comme conclusion. Ça fait plaisir au docteur, c'est peut-être, mais ça fait surtout, nous le faisons pour le patient, c'est évident. Alors il est clair que c'est un peu une erreur d'interprétation. Les gens croient que quand on les opère, ils vont pouvoir marcher très vite, très longtemps. Les médecins nous posent même la question combien de mètres ils font, à quelle vitesse, etc. Le problème n'est pas là. Et Angélique explique bien les choses. Elle dit les gens qui ne sont pas en fauteuil roulant ne se rendent pas compte de ce que c'est de passer sa vie en fauteuil. Ce n'est pas du tout une vie facile. Elle est très compliquée au contraire. Pouvoir se mettre debout quand on le veut et faire quelques pas, et même faire 50 mètres avec ses propres muscles, c'est une victoire sur soi-même et une victoire qui est quand même considérable. Et c'est ça qui me motive beaucoup, c'est plus que le fait que, évidemment, le résultat fonctionnel final ne sera pas non plus extraordinaire et qu'on n'arrivera sans doute pas à une guérison complète de la part. C'est vraiment à vous maintenant, monsieur. Attends, il a pas C'est répondu. vraiment à vous. Pensez-vous, je m'adresse à tout le monde, pensez-vous que les recherches sur les prothèses des membres inférieurs seraient freinées en cas de prohibition totale des mines antipersonnelles? Les mines antipersonnelles. Que quoi? Si, pouvez moi répéter j'ai la compris question, votre question. Non, je crois, Vous pouvez répéter la question? non, mais il a demandé si les recherches sur les prothèses des membres inférieurs seraient freinées en raison du développement des mines antipersonnelles, si j'ai bien compris. Oui, en raison de la prohibition. Non, parce que de toute façon, des causes d'amputation des membres inférieurs, il y en a tous les jours. Hein. Commencer par les accidents de deux roues. Hein. Les deux roues, en ce moment, sont extrêmement... On ne le dit pas beaucoup, on met le vélo partout. Je peux vous dire que le vélo, les deux roues, sont des causes d'amputation des membres inférieurs importants. Non, je ne crois pas qu'il y a... Et même, d'abord, oui, il y a des causes nationales. Limitons le diabète par la malbouffe et on aura déjà beaucoup moins d'amputations. Et malheureusement, pour les personnes des pays où il y a les mines antipersonnelles, c'est pas là qu'on peut se payer le développement de prothèses en Kevlar. C'est-à-dire que, comme par hasard, c'est des pays où on se contente des prothèses, comme vous le citiez, d'il y a 2000 ans ou presque. Donc la recherche, elle est plutôt faite dans nos pays sur des pathologies où, heureusement pour nous, il n'y a pas trop de mines antipersonnelles en ce moment dans nos pays. Mais c'est vrai que ça pose une question sociologique et de pharmaco-économie, d'économie de la santé. C'est qu'effectivement, certaines de ces solutions, admettons qu'elles soient fiables et acceptables, sont horriblement chères. Le Kevlar, la fibre de carbone et toutes ces... Parce que il y a je parle même des prothèses passives que vous évoquiez tout à l'heure, enfin des prothèses non fonctionnelles, mais les fonctionnelles, mais sans électronique, sans neuroimplantation. La prothèse du coureur des Jeux Olympiques, c'est un miracle de matériaux, mais c'est juste du matériau. Mais vous ne pourrez pas la payer à un Cambodgien. Hein. Oui, puis c'est ça le problème. Et surtout, la prothèse de monsieur, je me permets de rajouter que la prothèse de M. Sartorius, c'est fait pour courir. Je ne pense pas que pour marcher, il l'utilise. Il utilise une autre prothèse pour marcher. Donc c'est... Oh, je ne vois pas comment. Moi, je suis bouleversé d'apprendre que les Vélib de 3e génération sont aussi dangereux que les Vélib de 2e génération. Et à Paris aussi. Juste, Marc, vous avez quelque chose à dire par rapport aux questions de bioéthique Oui, tout à fait. Alors, la question, là, en tant que patient que je me pose, c'est que tout à l'heure, au travers du débat entre les deux professeurs de médecine, j'ai senti quand même qu'il y avait une interrogation, une justice et une forme d'injustice en matière de recherche. Il était clairement précisé qu'il y a de toute évidence une réglementation éthique qui existe en Europe, mais est-elle pour autant respectée dans le reste du monde? Et au travers du débat qu'ils ont eu tout à l'heure tous les deux, on a bien compris que dans certains pays, en Amérique du Sud, peut-être en Asie, il y a 2 poids 2 mesures. Alors, quel est un peu le regard qu'on peut poser justement sur cette approche éthique et bioéthique en rapport avec la médecine et les patients?
On va peut-être, je vais peut-être me servir là de exactement ce que vous venez de dire sur le rapport entre voilà, la prouesse médicale, technologique, la recherche, et puis l'utilisation, voilà, comment les patients s'en emparent et comment la société va s'en emparer. Pour parler avec vous, Catherine Poirot, de la façon dont effectivement, dans votre domaine à vous, vous expérimentez des techniques qui sont au fond assez peu connues de nous à l'heure actuelle. On va partir peut-être très précisément tout de suite, vu qu'on n'a pas énormément de temps, sur les techniques de congélation, congélation des ovocytes, congélation des tissus ovariens. Sachant que la question éthique que l'on se pose immédiatement derrière, c'est la capacité que vous aurez à un moment ou à un autre de repousser les limites naturelles de l'humain, et en particulier là, de repousser la fin du fonctionnement de l'appareil reproductif. Très bien, merci beaucoup. Alors, avant de vous parler de ce sujet, je voudrais faire quand même un petit rappel de physiologie. Alors, j'espère que je ne vais pas vous endormir. Sur justement le fonctionnement de l'ovaire, je pense que ça va permettre de resituer un petit peu le problème. Donc les ovaires sont les organes qui contiennent les ovocytes ou ovules, donc sont les cellules qui nous permettent d'avoir des enfants. Et ces ovocytes ont deux grandes caractéristiques. Alors au sein de l'ovaire, ces ovocytes sont toujours entourés d'autres cellules et l'ensemble ce qu'on appelle un follicule. Et en fait, le follicule, c'est vraiment l'unité fonctionnelle de l'ovaire. C'est-à-dire que s'il y a des follicules dans l'ovaire, l'ovaire fonctionne. S'il n'y a plus de follicules dans l'ovaire ne fonctionne plus. Et la deuxième grande caractéristique de l'ovocyte, c'est une cellule qui ne se multiplie pas. C'est-à-dire qu'on a un capital à la naissance d'ovocytes, donc de follicules, parce que sur le plan quantitatif, c'est la même chose. Et cette quantité de follicules qu'on a dans nos ovaires ne fait que diminuer tout au long de la vie, pour ensuite s'arrêter à un moment qu'on appelle la ménopause. Donc voilà mon petit rappel physiologique sur l'ovaire. Donc dans le domaine de la science médicale de la procréation, c'est vrai qu'on a vu apparaître à la fin des années 90 une problématique qui était nouvelle, qui était la préservation de la fertilité féminine. Alors pour mémoire, la préservation de la fertilité masculine, ça date du début des années 70. Donc vous voyez, il y a quand même un décalage temporel assez important entre ces deux propositions. Donc parmi ces techniques de préservation de la fertilité féminine, puisque le but c'est de conserver donc les ovocytes, il y a notamment la possibilité de conserver la partie de l'ovaire qu'on appelle le cortex, qui contient justement ces ovocytes et ces follicules. Donc l'indication de cette technique de préservation de fertilité, ça a été tout d'abord de l'utiliser pour les patientes qui devaient avoir des chimiothérapies, des radiothérapies, qui allaient de fait diminuer ce nombre et accélérer donc la diminution de ce nombre d'ovocytes qui ne se multiplient pas. Donc l'idée, c'était avant ces traitements gonadotoxiques de pouvoir conserver ce tissu ovarien. Donc au tout début, en fait, de cette activité, vous savez que notre activité d'assistance médicale à la procréation est régie par des lois qu'on appelle les lois de bioéthique. Donc la première loi de bioéthique, c'était 1994, et la loi de bioéthique de 1994 ne parlait pas de cette activité puisqu'elle n'existait pas à l'époque. Et puis, elle est apparue, comme je vous l'ai dit, fin des années 90, et du coup, les lois, et surtout nos guides de bonne pratique, qui s'immiscent entre les lois, donc, sont apparus. Et on parlait de cette activité, et alors qu'on avait commencé cette activité a été placée dans le cadre d'un protocole de recherche clinique, ce qui nous a posé énormément de problèmes sur la faisabilité de cette technique, puisque la mise en place d'un protocole de recherche clinique en clinique humaine, c'est quelque chose d'extrêmement lourd. Et là, dans ce domaine de la procréation, c'est vrai que c'est toujours, les gens, enfin, je ne sais pas si c'est le mot qui convient, mais sont toujours un peu méfiants. Et pour avoir les autorisations, c'est toujours extrêmement dur. Donc, bon an, mal an, on a réussi à continuer à travailler dans le cadre d'un protocole de recherche clinique, et puis la loi a changé, la loi de 2004 a ouvert cette activité aux soins. Donc, depuis 2004, toutes les femmes qui ont un traitement gonadotoxique peuvent bénéficier de cette technique, et je vous dirai d'autres indications tout à l'heure. Et puis, ensuite, un autre guide de bonne pratique a dit que l'utilisation de ce tissu ovarien qu'on pouvait congeler devait être dans le cadre d'un protocole de recherche clinique. Donc là, sur le plan de la prise en charge des patientes, vous voyez que c'est un exemple quand même assez unique de parcours thérapeutique où finalement, une partie se situe dans le soin et l'autre partie se situe dans la recherche.
ce qui n'a pas été simple non plus à expliquer aux patientes, parce qu'il y avait le temps que les protocoles de recherche sur notamment la greffe d'ovaires soient autorisés. Il y avait toute une période où finalement on avait congelé du tissu ovarien aux patientes pour préserver leur fertilité, on n'a pas pu l'utiliser, ce qui était vraiment un petit peu compliqué. Et puis, la loi aussi, en ouvrant cette technique, a introduit d'autres indications, comme par exemple l'altération prématurée de la fonction ovarienne, ce qui est un cadre relativement large. Et finalement, c'est ce que je dis souvent, si les patientes lisaient la loi, finalement tout le monde pourrait venir congeler ses ovaires sous un prétexte ou sous un autre, en disant moi je vais sûrement avoir une altération prématurée de la fonction ovarienne. C'est un cadre relativement large. Et puis donc cette technique, qui est maintenant quand même relativement largement utilisée dans le cadre de la préservation de fertilité féminine, se pose la question de l'utiliser aussi pour les insuffisances ovariennes prématurées, mais aussi peut-être, vous avez récemment entendu parler, de conserver et de prévenir le vieillissement naturel de l'ovaire. Donc d'aller vers la conservation dite de convenance de ce tissu ovarien. Donc là, effectivement, pour le moment, c'est interdit en France, cette indication, mais les patientes en entendent parler et viennent nous voir. Et c'est vrai qu'on se trouve devant la difficulté de comment répondre à ces patientes, à leur demande, qui n'est pas toujours une demande injustifiée, puisque notamment j'ai eu à ma consultation, je vais vous citer deux exemples un petit peu marquants. J'ai une patiente qui est venue me voir en disant, voilà, moi je viens vous voir parce que ma grand-mère a été ménopausée à 42 ans. Alors il y a souvent un âge un peu lié entre l'âge de la ménopause de la mère et de la fille. Elle me dit, voilà, ma mère a été ménopausée à 32 ans, et elle me dit, j'ai 32 ans, qu'est-ce que vous me proposez? Vous voyez? Bon. Donc ça, c'est des demandes qu'on a, et c'était pas non fondé. Une autre demande, dans un cadre différent, c'est un couple qui est venu me voir, et paradoxalement, c'était lui qui était en stade terminal d'un cancer du poumon. Et je résume bien évidemment son discours à la patiente. Elle me dit, voilà, mon mari va mourir. Il était là, elle ne l'a pas dit tout à fait comme ça, bien évidemment. Il était quand même là et conscient. Et elle dit, voilà, moi j'aime mon mari, je ne veux pas le quitter tant qu'il n'est pas mort. Et puis elle dit, voilà, moi j'ai 39 ans, le temps qu'il meurt, c'est un résumé, le temps qu'il meurt et le temps que je retrouve quelqu'un, je serai trop vieille pour avoir des enfants. Donc préservez-moi ma fertilité. Vous voyez, ça sont des demandes qu'on a, et finalement on ne peut pas accéder aux demandes de ces patientes. Donc ça pose un vrai problème de pratique, et puis de réflexion. Donc c'est ce que je voulais vous faire part. Alors, on sent bien qu'il y a eu même ces derniers temps, là on va passer vraiment aux questions tout de suite pour discuter de ça ensemble, mais on sent bien que là, ces derniers jours, l'actualité a rebondi sur ces questions-là, puisque d'un côté, toute une partie des gynécologues font pression pour qu'on arrive à l'auto-conservation des ovocytes, c'est-à-dire qu'on puisse congeler pour soi-même et non pas dans une démarche de don. Comme un don de sang. On peut faire aujourd'hui des dons d'ovocytes. Là, il s'agit d'autre chose. Il s'agit d'auto-conserver ses propres ovocytes pour soi-même, pour plus tard. Et donc repousser. Et ce que vous dites, c'est qu'on arrivera bien un jour, de toute façon, à retarder l'horloge biologique. On arrivera à gagner du temps de fertilité pour les femmes. Donc la question est de savoir si, évidemment, est-ce qu'on accède aux demandes de ces femmes? Dans quelles conditions? Est-ce qu'effectivement, ça, la société considère que c'est éthique? Alors la parole est à... Peut-être que vous voulez dire quelque chose là-dessus quand même, Madame la chose. Oui, encore que c'est vrai, Catherine a tout dit. Elle vous a expliqué la technique, si je puis dire, et elle vous a montré le retentissement psychologique. Je voudrais me servir de quelques-uns de ces mots. Parcours thérapeutique, pour beaucoup de femmes et de couples, c'est en fait un parcours de vie. Et nous voyons tous les jours, si je puis dire, en tant que gynécologue, de ces femmes qu'une de mes amies qualifiait de belles endormies ou de belles au bois dormant, qui en effet se sentent jeunes et qui s'aperçoivent tout d'un coup, entre 35 et 40 ans, qu'elles n'ont pas pensé, si je puis dire, à cette partie de leur vie. Soit consciemment, qu'elle est écartée parce que le job, le concours, et puis leur mode de vie aussi ne s'y prêtait pas, soit totalement inconsciemment, parce qu'elles se sentent jeunes et elles le sont. Elles ont, selon la formule classique aujourd'hui, l'air infiniment plus jeune que leur mère ou leur grand-mère, seulement elles oublient que leurs ovaires, eux, n'ont pas cette tête-là. Et elles oublient la fameuse horloge biologique qui fait que, quelle que soit la façon dont elles se sont adaptées, si vous voulez, dont elles sont superbes,
Leurs ovaires, eux, n'ont pas entendu cette injonction. Par-dessus le marché, ce que tu as dit très justement, c'est que chez certaines femmes, il y a en effet, est-ce génétique, est-ce une raison environnementale? On se pose la question d'ailleurs. On voit de plus en plus de femmes qui ont ce qu'on appelle pudiquement une insuffisance ovarienne, mais qui équivaut en fait à ce que donnerait une ménopause, à l'arrêt de leur fertilité. De ces femmes de 35 ans qu'on voit, qui viennent nous voir en disant « je n'ai pas mes règles depuis 2-3 mois, j'espère bien être enceinte, et tout de même, docteur, c'est pas la ménopause ». Et en fait, c'est un problème aussi. Et je crois qu'il y a autre chose. Avec nos extraordinaires possibilités, nos extraordinaires découvertes, nous avons parfois, et nos patients surtout, le sentiment que l'impossible n'existe plus, que nous pouvons tout et que même nous pouvons, et c'est ça qui est frappant, je crois, dans notre domaine de la fertilité, abolir le temps. Qu'on a toujours le temps et que de toute façon, on ne se laisse plus dominer par le temps, on est capable de réinventer l'humanité, la fertilité, la fécondité. Et ce sont des demandes et des entretiens qui sont difficiles parce que lorsque nous voyons une femme qui est au-delà de la trentaine par exemple et qui vient demander qu'on renouvelle sa contraception, qu'elle soit 2G, 3G ou 4G d'ailleurs, ou qu'elle est stérilée, je crois qu'il faut que nous ouvrions, peut-être pas le débat, mais au moins l'entretien, en lui rappelant que si jeune, belle et en forme soit-elle, ces ovaires ne suivent pas obligatoirement. Alors bien sûr, il ne s'agit pas de leur dire qu'il faut repeupler la France ou que sais-je, mais de discuter avec elles et peut-être même de les éveiller au problème. Et ça, je crois que c'est capital. Et puis alors, il y a juste un mot que je n'aime pas, quand on dit on ne peut pas le faire pour convenance personnelle. À partir du moment où on dit convenance personnelle, c'est mauvais. Alors bien sûr, on ne peut pas répondre « je peux » parce qu'on nous dit « je veux ». Entièrement d'accord. Mais cependant, je crois qu'il faut écouter et pas partir du principe que nous sommes détenteurs de la sagesse et que ce que nous, scientifiques, médecins, etc., décidons, avec l'aide de la loi, certes, c'est l'évangile. Même l'évangile, d'ailleurs, on en doute de temps en temps. Et je pense qu'il faut écouter les patients, mais savoir peut-être raison garder. C'est pas neuf. Alors, je vous dois une petite explication. On avait prévu de ne pas parler de ce sujet cette année, puisqu'on l'a évoqué assez largement l'année dernière. En fait, l'actualité, les possibilités de vitrification, et même si Valérie dit que c'est les gynécologues qui veulent conserver les ovocytes, non, c'est les patientes qui veulent que nous conservions. Les gynécologues se font la voix des patientes, mais nous souhaitions montrer que dans le mécano humain, il y a la reconstitution d'une fonction perdue, celle de la locomotion, il y a la réparation d'une autre fonction perdue, celle de la fécondité féminine, et ceci nous laisse maintenant la possibilité de poser des questions sur les deux domaines, sur le domaine de la réparation de la fonction locomotrice, mais également sur le domaine beaucoup plus récent et qui a pris une accélération dans les derniers mois, puisque vous savez qu'on peut aujourd'hui conserver des ovocytes aussi facilement qu'on pouvait conserver le sperme, avec un taux de récupération de l'ordre de 97%. Et donc c'est vrai que ça va nous confronter dans les années qui viennent à ce sujet-là, les conserver, pourquoi faire et jusqu'à quand. Mais je voulais qu'on puisse également cette année, compte tenu de l'actualité, éventuellement pouvoir aborder cette question. Alors Nadia, il y a des ambassadeurs. Il y a des ambassadeurs de lycée, donc si tu veux bien venir vers moi. On s'est rencontrés en plus plusieurs fois. Tiens. Donc c'est une question sur les prothèses. Il y a même 2 questions, elles portent sur les prothèses. Bonjour. Oui, alors là, je lui arrache le micro pour préciser que c'est elle qui a fait un article sur les prothèses. Donc il est à la fois dans le supplément des DNA, je crois, en tout cas sur notre site internet, dans le journal réalisé par les jeunes. Alors simplement, je suis en première S au lycée Fussel de Coulanges et dans le cadre de notre TPE, on s'est interrogé sur l'intégration des handicapés par le sport avec l'avancée des nouvelles technologies. Et donc on s'est centré sur les prothèses inférieures de course et avec l'exemple d'Oscar Pistorius et des Jeux paralympiques et olympiques. Et on s'est demandé, est-ce que on va vers un homme réparé ou vers un homme augmenté avec ces innovations. Voilà. Et je voulais savoir votre avis et si on va vers des prothèses qui vont être plus performantes que des jambes normales, des jambes biologiques.
Elle est pour qui, a priori, votre question? Vous avez envie de la poser à qui? Pourquoi pas à Marc Berger et puis un spécialiste aussi, pour avoir 2 regards différents. D'accord, merci. Alors, moi, je me sens nullement augmenté. Et je vais peut-être même vous décevoir. Je ne vois pas à travers les murs, je n'entends pas à travers les murs, je ne peux pas faire un 110 mètres haies en 2 secondes. D'ailleurs, je ne pourrais même pas le faire du tout. Donc, je ne suis pas le Steve Austin du XXIe siècle, mais le prototype obsolète que je vous ai raconté tout à l'heure. Donc, ça, c'est un peu sur le ton de la boutade, mais plus sérieusement, l'idée, si vous voulez, et c'était même le point de départ de notre conversation, c'était plutôt de réparer l'homme de telle sorte à ce qu'il puisse, comme le simple fait de porter une paire de lunettes, pouvoir être réparé sans pour autant ni être augmenté, sans pour autant être guéri. Ce que je ne suis pas ni d'un côté ni de l'autre. Donc je pense, et ça je vais peut-être plutôt laisser la parole aux experts en la matière, en tout cas pour ce qui me concerne, je ne suis que très très partiellement réparé. Est-ce que le glissement quand même qu'elle pose, la question du glissement qu'elle pose, des techniques qui permettent de réparer, ne permettront pas, dans un avenir plus ou moins proche, d'augmenter des gens qui sont, qui ont un corps sain? Est-ce qu'elle ne se pose pas quand même, Monsieur Beretz? Ça peut paraître bizarre de me poser... C'est une question qu'on a déjà abordée d'ailleurs dans une autre table ronde, c'est la question du dopage. Absolument. C'est un dopage, la prothèse de ce point de vue-là, je la qualifierais de dopage mécanique. Vous avez alors, je veux dire, le dopage au départ, c'est pas non plus fait pour augmenter les performances. Le PO, c'est fait pour les gens qui sont essentiellement les dialysés ou les autres personnes qui ont des problèmes donc de globules rouges qui sont trop bas. On remonte les globules rouges avec un médicament, c'est mieux qu'une transfusion. C'est indiscutable. Que Armstrong après se soit piqué à l'EPO, il ne faut pas condamner l'EPO, il faut condamner Armstrong. Et ensuite, la question étant, mais vu l'argent qu'il y a dans le sport, est-ce que finalement, après tout, s'il avait envie de gagner de l'argent en se foutant la vie en l'air, c'est son problème. Et on a un vrai problème éthique sur le dopage et qui se pose de la même manière sur les prothèses. Le dopage, c'est une prothèse chimique, de ce point de vue-là, et on a des prothèses mécaniques. Si les lames de Pistorius, on les adapte d'une manière bizarre sous des chaussures d'un quelqu'un qui court normalement, il va courir plus vite. Donc est-ce qu'on a le droit d'avoir des chaussures avec des petits ressorts en Kevlar dessous? Je ne suis pas ingénieur. C'est la même question. Et la question, après tout, déjà maintenant, il y a eu la question des maillots de bain des nageurs. C'est des prothèses. Ça les faisait flotter. Et tous les records du monde étaient battus. Avant, les Allemandes de l'Est, elles prenaient des hormones masculines, ça les faisait nager plus vite. Non, mais si tout le monde, après tout, si ces prothèses-là ne sont pas... Mais la question n'est pas la prothèse, la question est la pression sociétale qui pousse les nageuses allemandes à se piquer à la testostérone et qui pousse les gens à tricher en mettant des maillots qui flottent. Ouais. Donc c'est pas, n'accusez pas l'outil, accusez l'ouvrier. Je veux dire, sinon, il faut interdire les marteaux parce qu'on tue les belles-mères à coups de marteau. Alors, je pense qu'il y a un moment... Une intervention d'Hervé Schneiweis qui est avec nous dans la salle et qui patiente depuis 20 minutes, me dit-on. Merci. Non, bonjour. Donc Hervé Schneiweis, je suis neurologue à la Salpêtrière et je dirige un laboratoire de neurosciences, le département de neurosciences de l'université Pierre et Marie Curie. Et je voudrais revenir sur cette question des neuroprothèses et de la locomotion. Et de la question bioéthique sous-jacente. La question bioéthique, c'est d'identifier les tensions. Et si c'est juste un problème mécanique ou si c'est juste un problème de foutre en l'air sa vie si on le veut, il n'y a pas de question éthique. La question éthique, c'est quelle est la tension d'un côté, quelle est la tension de l'autre. Par rapport à la locomotion, par rapport à ce qu'a dit M. Merger, on a des prothèses qui marchent et qui marchent très bien. Les stimulations à haute fréquence qu'on utilise chez le parkinsonien, et aujourd'hui vous avez près d'1 million de parkinsoniens dans le monde qui ont été implantés depuis près de, puisqu'on a commencé en 1990, donc plus de 20 ans. Ces prothèses ont fonctionné à chaque fois pendant plusieurs années. Il y a eu plusieurs générations, M. Roy-Bichon, vous le savez, parce qu'il y a un centre d'implantation à Montpellier qui ont permis des améliorations par rapport à la miniaturisation de ces prothèses.
Aujourd'hui, on a des implants cochléaires qui marchent très bien, on a des prothèses rétiniennes à l'Institut de la Vision, juste à côté de chez moi, qui commencent à permettre à des gens qui ont totalement perdu la vision de déchiffrer un titre de journal et de récupérer ainsi une capacité d'orientation dans l'espace. Donc aujourd'hui, nous avons un certain nombre de neuroprothèses. Ensuite, la question éthique, elle se situe dans le moment où on utilise ces neuroprothèses et on les améliore et on permet la recherche pour l'amélioration. Je crois qu'Alain Berès a souligné la difficulté à faire des recherches. Laurent Sedel a souligné à quel point, sur la question des cellules souches embryonnaires, nous étions limités aujourd'hui dans la capacité de faire des recherches pour trouver des nouvelles stratégies. Monsieur Rabichon, vous savez que si on n'arrive pas à réparer des moelles, c'est aussi parce que c'est un processus actif, la cicatrice. Vous avez parlé des cellules gliales, il y a des molécules qui sont fabriquées pour empêcher la régénération. Et dans des lieux comme l'hippocampe, cette région du cerveau où nous avons la mémoire qui est au moins aussi compliquée que la moelle épinière, il y a tous les jours des nouvelles cellules qui apparaissent, qui maturent et qui trouvent leur place dans le circuit. Donc, en comprenant mieux les phénomènes de développement ou de récupération, y compris dans le système nerveux central, on ne peut pas préjuger de l'avenir et dire qu'il sera impossible de réparer demain. La preuve, dans des circuits aussi sophistiqués que l'hippocampe, il y a des nouveaux neurones qui prennent leur place tous les jours, au bon endroit, avec les bonnes connexions, et qui nous permettent une nouvelle mémoire. Et quand il ne se passe pas ce phénomène, au contraire, on est déprimé. Et pour revenir à la question des prothèses, puisque vous avez cité le problème de l'autisme, eh bien là, on arrive à la question éthique, parce que chez le parkinsonien, il y avait eu des essais chez le singe, à Bordeaux en particulier, qui avaient été faits avant, et qui ont permis la démonstration d'efficacité et la mise au point de ces neuroprothèses pour l'homme. Ensuite, ces neuroprothèses ont pu être testées avec l'accord de comités d'éthique pour des problèmes très spécifiques de troubles du mouvement qui sont, par exemple, certains spasmes ou les troubles obsessionnels compulsifs. Et puis on en arrive à la question de l'autisme. L'autisme, on découvre aujourd'hui non seulement qu'il y a une myriade de gènes impliqués, mais qu'on a une architecture du système nerveux au niveau microscopique, au niveau des contacts entre les cellules, au niveau des synapses, qui est altérée dans l'autisme. Et croire qu'avec une stimulation à haute fréquence, à un endroit précis, qui permet de rétablir un certain circuit moteur, dans le cas de la maladie de Parkinson, qui correspond à un déficit précis de certains neurones dopaminergiques à un endroit précis du cerveau. On va guérir une maladie générale avec 2 cas qui sont publiés dans des journaux de la grande presse et non pas dans des journaux scientifiques. Là, on est dans ces questions de limite de la bioéthique, on sort des questions scientifiques, on rentre dans le n'importe quoi qu'on voit malheureusement avec les cellules souches. C'est pourtant un neurologue allemand réputé qui l'a conduite. Mais on peut être un neurologue allemand réputé et on peut découvrir une escroquerie monumentale derrière, et on peut être un neurologue allemand réputé et totalement incompétent par rapport à un essai clinique et contrevenir à toutes les règles qui réglementent depuis Nuremberg les essais cliniques. Là, votre intervention est assez longue, mais j'arrive pas à savoir exactement où vous voulez en venir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est sur de l'expérimentation très limite en termes de controverses médicales et voilà, du bénéfice de ces recherches. Il y a d'un côté quelque chose qui ressort de la charlatanerie, qui sont ces essais cliniques avec des cellules souches dans certains pays en voie de développement ou pays d'Asie du Sud-Est, où les gens vont se faire greffer n'importe quoi, comme il y a 40 ans le sérum de Bogomolets pour régénérer et redevenir jeune en Roumanie ou dans certains pays tels que la Biélorussie. Et puis vous avez les choses sérieuses sous le contrôle de comités d'éthique dans des lieux de recherche parfaitement encadrés et qui là pose ensuite des questions éthiques quand on passe du procédé de soins à l'utilisation à d'autres fins. Si je peux en rajouter pour les 2 parties de la table ronde, c'est les mêmes techniques qui servent à réparer qu'à augmenter, que ce soit dans les prothèses et que ce soit dans le maintien de la fécondité. Et la question qui est posée aux 2 parties de la table ronde, c'est comment on règle la question éthique, qui est qu'on va faire des très très grands progrès en matière de soins qui seront récupérés pour augmenter. Si je puis me... Enfin,
Je veux simplement dire une chose, c'est qu'on parle de réalité augmentée, d'augmenter les potentialités. Il y a une erreur qu'il faut définitivement supprimer. Les gens disent, encore maintenant, je n'utilise que 10% de mon cerveau, si j'utilisais tout, je serais terriblement intelligent. Or, c'est une faute grave, parce que vous avez besoin de tout votre cerveau pour fonctionner. Les neurones qui ne travaillent pas meurent. Donc, il est clair que c'est tout le cerveau qui fonctionne. Alors, il y a une partie qui est consciente, il y a une partie qui est inconsciente, qui est une partie la plus importante, mais c'est clair. La deuxième erreur, c'est qu'on dit « je perds des neurones tous les jours ». Alors, c'est une hypothèse de Semring, il y a 2 siècles, qui n'a jamais été vérifiée, et c'est faux. On peut garder ces neurones jusqu'à un âge très avancé de la vie, ce qui prouve qu'on peut garder ces capacités. Alors, évidemment, avec le temps, ça s'altère un petit peu. Mais ça... Deuxièmement, vous avez tous sûrement un instrument sur vous qui est un truc dans ce goût-là, et on parlerait, ce système-là peut vous permettre d'augmenter vos capacités d'une façon considérable. Vous pouvez mettre dedans des tas d'informations, ce n'est pas la peine de vous implanter dans le cerveau un dispositif pour vous augmenter les possibilités. Vous les avez là. Donc c'est des aides techniques qui se sont développées, qui augmentent le potentiel des individus, et il faut en rester là. Il ne faut pas rêver en mettant dans le cerveau des composants qui augmenteraient ça, c'est pas possible. Encore une fois, on ne peut plus actuellement, en France du moins, faire de l'invasif chez des patients. Et c'est une très bonne chose pour les patients, parce qu'il y a quand même des excès qui ont été faits, et je crois que c'est tout à fait important. Par contre, on peut fortement améliorer les moyens dont vous disposez, l'ordinateur à la maison, le téléphone, etc. Et c'est là-dessus qu'il faut aller, et pas rêver en voulant mettre dans le cerveau des éléments. Laurent Sédel, je crois, voulait intervenir. Mais j'avais envie de dire, mais c'est une boutade, que nos patientes, elles aimeraient bien être envahies par un bébé. Non, vous ne croyez Oui. pas. Si je peux peut-être recentrer un peu le débat à la suite de l'intervention du collègue neurologue. J'ai voulu tout à l'heure parler de la recherche, parce que j'ai parlé des modèles animaux, j'ai parlé des modèles, parce qu'on commence par les modèles. Voilà, on commence, il y a une sorte de graduation dans la recherche. L'application humaine ne se justifie maintenant que dans ce qu'on appelle l'evidence-based medicine. Ce qui veut dire qu'on va, pour valider une technique, c'est toute une méthode. C'est compliqué. C'est compliqué. Il faut mettre des patients, les faire rentrer avec des populations comparables. On va, à certains, on va leur faire une chose, aux autres, on va faire une chose différente. Et c'est comme ça qu'on va savoir si ça marche ou si ça ne marche pas. Et il n'y a pas 36 000 méthodes. Alors, quand on entend, moi j'ai vu aussi dans les journaux qu'on avait traité un autiste par stimulation, j'ai vu ça, immédiatement j'ai tout de suite bondi en me disant mais ça ne veut rien dire. Voilà, je ne suis pas neurologue, je ne suis pas spécialiste de l'autisme, je sais que c'est compliqué l'autisme, c'est tout ce que je sais, mais ce n'est pas acceptable. Et alors, ce qui n'est pas acceptable, là je me tourne vers la presse, vous voyez, journalistes, c'est pas normal parce que les journalistes ils tombent là-dedans, mais vraiment à pieds joints, quoi. Et il y a un moment, il devrait y avoir une sorte d'agence de réflexion de la presse pour ne pas tomber à pieds joints. Éventuellement pour dire c'est pas normal de parler de ça. Or, en l'occurrence, les articles auxquels je faisais référence ont montré ce que disait monsieur là, c'est-à-dire que quand on va chercher les avis d'un certain nombre de spécialistes en France sur cette expérimentation-là, ça a été extraordinairement controversé. Le point de vue que vous donnez là a été donné effectivement par l'ensemble des confrères de ce neurologue allemand qui ont jugé, et notamment les spécialistes de l'autisme, que c'était curieux, que c'était une expérimentation étonnante et très controversée en l'occurrence. Il en a été rendu compte. Oui, mais en général, l'info est passée et la controverse derrière, elle est un petit peu dans les petites pages. Enfin, c'est-à-dire que c'est fini, quoi. Le mal est un peu fait et les parents d'autistes, ça y est, ils savent qu'il y a Ce qui veut dire aussi, et ça c'est pas le fait des journalistes, c'est-à-dire qu'il y a des scientifiques aujourd'hui qui sautent le pas, qui ne sont pas des scientifiques, c'est pas des docteurs gradus ad parnassum, hein. Ce sont des gens qui sont extrêmement spécialisés dans leur domaine. On parle ici de cet Allemand-là sur l'autisme, mais on parle aussi, s'agissant de l'homme augmenté, de celui qui s'intitule comme le premier cyborg du monde et qui est le docteur Warwick en Angleterre, hein, que vous connaissez, et dont vous dites vous-même que c'est un scientifique sérieux. Donc, et eux assument le fait d'arriver à un moment donné à augmenter les compétences humaines. Donc forcément que le grand public et nous, les béotiens qui n'y comprenons rien, on se dit, ce sont quand même des scientifiques sérieux qui posent ces questions-là aujourd'hui et auxquelles vous juste pas, avec le sourire, mais c'est grave ce que je vais dire, il n'y a pas de scientifiques sérieux, ça n'existe pas. Les scientifiques ont
probablement, vous avez le même taux de salopards chez nous que dans le reste de la population. Et ce n'est pas parce on est bardé de diplômes qu'on serait par une sorte d'infusion naturelle doté de sciences. Ça serait trop beau. Je le souhaiterais, mais très honnêtement, et comme le scientifique est dangereux parce qu'il est doté d'outils particulièrement puissants dont on a beaucoup parlé ce soir, eh bien, effectivement, il faut que la société, non pas refuse la science, parce que le problème, c'est si la société refuse la science parce qu'il y a des scientifiques dangereux, c'est une catastrophe. Mais il faut que la société soit vigilante sur les déviances, nos déviances, parce que les diplômes ne nous dotent malheureusement pas de qualité morale au-dessus de la moyenne. Donc c'est là où le débat éthique est un débat à nouveau on revient, qu'on doit avoir avec vous qui n'êtes pas scientifique, et n'écoutez jamais les scientifiques qui disent il n'y a que les scientifiques qui peuvent me parler, parce que ça c'est pas bon. Non, il y a aussi le code du gynéco. Maintenant, c'est la faute des gynécos. Je voudrais, si vous le permettez, mettre un bémol sur cette affaire. Ou un bécard, enfin, peu importe. Mais la question est que pour opérer Marc et pour opérer Angélique, j'ai dû passer un très long temps, d'une part, pour affronter, je dis bien affronter, un organisme français qui s'appelle l'AFSAPS, qui contrôle tout ce qui est nouveau, tous les projets de technologie et qui doit donner son accord pour qu'on puisse faire quelque chose. Deuxièmement, il faut qu'on ait l'accord d'un comité d'éthique, qui est un comité d'éthique, il y en a partout, dans les facultés, les universités, les hôpitaux, et qui doit donner son accord. Le comité d'éthique est formé non pas par des scientifiques, ni par des salopards non plus, bien sûr, mais par des gens qui finalement ont la recherche, qui ne sont pas des chercheurs, qui ne sont pas forcément des médecins, et qui veulent protéger le patient. Et c'est mon ami Hurier, Claude Hurier, qui est à Nancy, qui a fait la loi Hurier de protection des personnes, ce qui veut dire qu'actuellement, on ne peut plus faire quelque chose d'anormal au niveau scientifique. Une fantaisie de chercheur ne peut plus arriver à terme, elle doit passer ces deux filtres-là. Et croyez-moi, ils sont redoutables. C'est la raison pour laquelle vous inquiétez en vous disant on fait n'importe quoi, les chercheurs sont fous, ils vont augmenter. Warwick, que je connais personnellement, n'est pas un fou, c'est un type très intelligent. Il s'est mis lui-même un composant sous la peau pour rentrer dans son labo et rentrer chez lui sans être obligé de sortir sa clé. Bon, c'est un tout petit détail. On en met aux vaches maintenant et aux cochons pour les identifier. Donc, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Et je ne vois pas que ça doit... Il a été plus loin depuis, quand même. Mais le drame est quand même aussi la soupe médiatique. Car il y a une soupe médiatique qui fait que finalement, on a tendance à mettre dans la presse partout des succès. Et je le dis encore une fois, pour les prothèses de la main, par exemple, on voit encore actuellement la prothèse avec la personne avec sa prothèse, la main normale comme ça, qui casse un œuf ou qui prend. Ça, c'est complètement anormal. Ça donne des fausses idées. C'est pour ça que la presse doit corriger. Et des forums comme celui-ci sont extrêmement intéressants parce qu'ils doivent donner des idées claires et précises sur ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire et ce qu'on ne doit pas faire. Parce que c'est vrai qu'on part très vite dans le fantasmique. Tu es d'accord, Laure ? Je vais laisser le mot de la fin à vous, Vanessa. Peut-être pour que vous nous donniez un éclairage. Déjà, voilà, ce que vous avez pensé de ce débat en général. Vous qui travaillez de façon très interdisciplinaire à la Fondation et en même temps très européenne. Voilà, on est à Strasbourg. Je crois que le mot de la fin vous revient. Merci Valérie. Oui, effectivement, on a eu un débat passionnant avec des sujets qui traversent les professions et même les espèces. Et donc voilà, moi comme médecin, ancien chercheur, je voudrais finir par une question, parce que c'est ça ce qu'on fait les chercheurs, on demande toujours. C'est une question pour les experts ici à la table. Je pense que si la recherche ne connaît pas des frontières entre les pays, est-ce que la bioéthique les connaît? Et je dis ça en pensant que est-ce que les différences culturelles et historiques ont toujours place
dans la recherche européenne dans ce domaine des prothèses et aussi des cellules souches. Merci. Alors, on repartit sur le débat. Merci aux orateurs et on vous demande 5 minutes pour s'installer pour le débat suivant.